Salut, tu sais. Salut Urgent, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, ça va de mieux en mieux parce que là, on va lancer le deuxième épisode de la saison 2 de l'Urgent Tire Show, dans lequel, pour la première fois, on sort des terrains battus des streamers et streameuses québécois et on a invité des développeurs indépendants québécois qui ont eu un succès monstre dernièrement. Donc, je te laisse présenter. C'est si bien dit, un succès monstre. J'adore ça. Écoute, je dirais même un succès, merveilleux succès finalement. Je suis pas très créatif aujourd'hui. Mais non, on a reçu les créateurs de Ship of Fools. Donc, Fika Productions, qui sont les développeurs derrière le merveilleux Ship of Fools, qui a gagné plusieurs prix notamment, qui a eu un très bon. Un très bon lancer qu'on a nous-mêmes expérimenté, qu'on a eu beaucoup de plaisir. Une très belle réception autant des critiques que des joueurs, ça c'est à souligner Exact. quand même. Donc voilà. Exact. Donc, on a reçu deux des développeurs. On a reçu Antoine et Marc-Antoine. Écoutez ça, on a eu beaucoup de plaisir avec eux. On a beaucoup parlé de la mentalité derrière leur studio, de comment qu'on fait un jeu, des choses qu'on savait pas nécessairement, la face cachée derrière la création d'un jeu vidéo. Fait que c'était vraiment intéressant. Pour vrai, ça donne le goût d'aller travailler avec eux. Je lâche tout, puis j'y vais. Pareillement, on est deux. On lance Parfait. le studio, l'Urgent Tire Production. Pas game. Non, mais sans blague, c'était vraiment le fun. Écoutez ça, gênez-vous pas pour laisser des commentaires, évidemment. Et nous donner des feedbacks, on est toujours là pour ça. Oubliez pas, d'ailleurs, avant que moi je l'oublie, les épisodes de Gens de Tire Show sont enregistrés en live à tous les derniers dimanches du mois. Le prochain sera sur la chaîne d'Urgent Pigeon, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que la qualité du son, des fois, peut varier. Il y a peut-être des petits bugs de live aussi. Puis on a décidé de les accepter, de Oui, les embrace et de les assumer. ça se peut que j'ai fait des erreurs. Ça fait le charme de l'émission. On vous remercie d'écouter encore une fois. Et justement, notre classique. Bonne Bonne écoute. écoute. C'est excellent. Oh, attends. Ouais. On me dit dans le chat. Ouais, désolé, excusez-moi, là, j'avais oublié de me démuter. Fait que, on va faire une coupure ici. On recommence, OK? Parfait. c'est drôle parce que juste une parenthèse, juste comme avant qu'on repasse sur Start, en tout cas, whatever, c'est genre, c'est ça le live, c'est ça le direct. Je sais pas si vous êtes habitué à ça, mais bienvenue dans notre monde. Ouais, excusez-moi. Ça vient avec ce genre de petits problèmes techniques. Donc, Fait que- merci de la compréhension. Bon, on commence. Parfait. Magie du cinéma, c'est reparti! Yes, On va yes. pas ça tout le temps, là, mais Non, comme c'est le non. début, je pense qu'on va se le permettre. Ben oui. Fait que, hey, ben bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien? Yes, on est content de vous avoir parmi nous. Tu disais, tu sais, oui, c'est ça, on est rendu là. Fait qu'on est très content de vous avoir parmi nous. Ça faisait longtemps qu'on voulait parler à des développeurs québécois indépendants. Première fois à l'Urgent Tire Show ce soir. Puis on va avoir l'occasion de parler de Ship of Fools, là, qui est un jeu qu'on connaît très bien ici. Fait comme je disais, Urgent, je vais te laisser lancer le bal tantôt. Mais peut-être, là, Antoine, Marc-Antoine, vous présenter. Puis on part avec ça pour de bon. Parfait. Yes, For real. je vais y aller. Moi, c'est Marc-Antoine. Je suis un cofondateur de Fika. Mon rôle chez Fika, c'est je suis un tech lead. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que je m'occupe de la programmation au niveau engin. Fait que des trucs comme le online de notre jeu, l'optimisation, mémoire, la performance, ces trucs-là. Pas mal ça. Cool. Yes. Puis de mon côté, Antoine, cofondateur également de Fika. Sur Ship of Fools, principalement producteur et game designer. Donc, à la fois la gestion de projet, gestion d'équipe et le design des différentes mécaniques de jeu de pair avec les autres membres de l'équipe. Là. Donc, c'est pas mal ça qu'on a fait pendant la prod. Très Cool, hot. cool, Ben, très, très justement, je vais me permettre la question pour apprendre un peu à mieux vous connaître. Quel type d'études ou d'expérience avant FICA, mettons, vous aviez, avant qu'on tombe plus dans le sujet de FICA même? Ouais, je suis curieux. Antoine, on a pas mal le même background. On a fait génie logiciel à l'Université Laval. Puis Ok. une bonne partie de FICA, en fait, on était tous des amis du bac en génie logiciel. Puis ensuite, par amis interposés, on est allé recruter d'autres de nos amis du bac en arts et sciences d'animation.
un bac pour faire de l'animation 2D, 3D, modélisation, des trucs comme ça. Principalement pour l'industrie du cinéma, normalement, ou de l'animation plus pour la TV, moins pour le jeu. Même chose pour nous, notre bac, c'est pas vraiment axé jeux vidéo. Hein. On est des développeurs plus d'applications, de web, des trucs comme ça, de formation. Mais on s'est tous réunis ensemble pour faire du jeu vidéo. À la base, c'était vraiment ça. Là. On avait envie de travailler ensemble, toute la gang, à la fin de notre bac. Puis on avait comme le choix de OK, on peut aller travailler dans différentes entreprises ou dans la même. Puis on essaye, on va dire, d'être dans la même équipe, quoi comme ça. Mais on avait comme un peu la fibre entrepreneuriale. On avait participé à plusieurs trucs comme des startup week-ends, des affaires très liées à l'entrepreneuriat. Puis on s'est dit, ben, on va partir de notre studio. On aime ça les jeux vidéo, on aime ça les board games. Ça nous fait triper. Fait que let's go, c'est ça qu'on va faire. Puis Fika est né tranquillement de même. Là. À la base, je pense qu'on voulait plus travailler ensemble que faire du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est venu comme par après. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre skill set? On va faire du jeu. OK. Fait que l'idée de Fika n'est pas venue nécessairement, c'est ça, du fait que vous voulez faire des jeux vidéo, mais plus de on va trouver comment on va travailler ensemble, puis on va trouver le produit ou le service qu'on va offrir, selon le... Ouais. Puis vu qu'on partageait pas mal la passion du jeu, puis c'était toujours de quoi qu'on avait un peu en arrière de la tête, même quand on a démarré. Tu sais, moi, quand je suis allé étudier en développement logiciel, au début, c'était pour faire du jeu. Puis on dirait qu'à fur et à mesure que j'ai progressé dans le bac, on a vu comme, OK, ben, il existe autre chose que du jeu vidéo. Puis on entendait des choses des fois par rapport aux conditions de travail qu'il y avait dans l'industrie. Fait que là, à un moment donné, on était. Des fois, c'est les conditions de travail. Des fois, c'était aussi comme la qualité du code, la qualité de ce qui est produit à l'intérieur, que c'est récompensé d'aller surtout rapidement plutôt que de bien faire les choses. Fait que on s'est posé pas mal de questions. Puis à un moment donné, on s'est dit, ben regarde, on va l'essayer. Nous, on va en faire des jeux. On va essayer de les faire de la bonne façon, sans non plus être avec des conditions de travail. Je veux pas, je veux pas trop parler, mais tu sais, mettons, inhumaines, d'une certaine Je façon. comprends. Écoute, j'en profite d'ailleurs pour rebondir là-dessus. Si vous êtes à l'aise d'en parler, là, nous, on va l'être. Fait que c'est comme vos limites vont être les nôtres. Yes. On va suivre. Ça va être ça notre ligne directrice. Ouais, c'est toujours... exactement. Pas de stress. Mais là, on a quand même des questions intéressantes dans le chat, puis je pense qu'on pourrait peut-être les aborder tout de suite. J'ai trouvé quand même pertinentes. On se demandait, est-ce que le bac est quelque chose de nécessaire dans le domaine dans lequel vous êtes? Je pense pas. Il y a des formations au niveau technique aussi là, pour le domaine du jeu vidéo, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, même notre propre formation ne nous servait pas à faire du jeu vidéo. Il y a pratiquement personne dans l'équipe qui a eu des cours liés aux jeux vidéo. Fait que du moment que tu as un background intéressant en programmation, peu importe où tu es allé le chercher, les savoirs se transposent bien, en tout cas pour un développeur. Un peu le même principe pour un animateur ou des gens qui ont fait du UI, UX pour du mobile, les concepts pour des UI de jeu, ça va être similaire. Tant que tu es intéressé au domaine, tu peux transposer tes compétences. Je pense que c'est un gros plus d'avoir la formation, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'on est dans un domaine aussi qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui cherchent aussi de la main-d'œuvre. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité que si on était on va dire, dans un environnement où que c'était. Qu'il y en avait trop, là, des développeurs de jeux ou des animateurs. Les entreprises en cherchent. Donc, je pense que la formation est un très gros plus, mais ce n'est pas une nécessité pour pouvoir faire des jeux vidéo. Ok, parfait. Puis, je veux juste rebondir un peu sur ce qui a été dit tantôt. Vous avez dit que vous avez des animateurs plus cinéma, Ouais. si j'ai bien compris. Honnêtement, c'est un commentaire qui m'avait été passé quand j'avais joué au jeu en stream. Ça paraît. Dans le sens que l'introduction, là, elle est très cinéma, elle est très animée. J'ai vu des genre cartoon ou dessins animés. J'ai eu des commentaires comme hey, je pensais que tu allais écouter un épisode de quelque chose. Je me demandais c'était quoi, où est-ce que je pouvais aller écouter ça. Fait que pour vrai, props, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Ouais. Puis ça paraît l'animation cinématique, là, un peu. Cinématographique peut-être plus, là, je sais pas. Là, mais ça fait sortir un peu de l'ordinaire, tu sais. Je me rappelle que. Tu sais, Kena Bridge of Spirits, j'imagine que vous connaissez peut-être le jeu. Ça, c'était des animateurs aussi, tu sais, de films qui avaient fait ce jeu-là, puis ça paraissait beaucoup dans les animations. Mais c'est le fun parce que ça sort. C'est ça, puis ça sort un peu le jeu du lot, c'est cool. Autre question. On va mettre ça tout de suite sur la table. Fika,
Pourquoi Fika? C'est quoi Fika? Voilà. Ça vient d'où? Oui, ben, le mot Fika, il vient de Suède. Ça vient, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'est justement durant mes études. J'avais fait une session à l'étranger en Suède. Puis là-bas, ben, c'est un peu une philosophie qui est pas mal partagée, autant par les étudiants que les travailleurs. Là. C'est le fait de prendre la fika, qui veut un peu dire prendre la pause café, où on pourrait dire que cette cérémonie-là, c'est un peu comme le thé de l'après-midi des Anglais. Fait que, en Suède, c'est la fika. Puis en Wow. gros, c'est un moment qui est super cool parce que c'est aussi dans les entreprises un moment que tu n'as pas nécessairement on va dire, tu essaies de limiter au maximum la hiérarchie entre les patrons puis les employés. Fait qu'on on trouvait ça beau, puis c'est important de pas. Pour nous, c'est vraiment important de travailler quand on est à son maximum, dans le sens qu'on est reposé. Fait que c'est de quoi qu'on encourage aussi dans le studio. Là, des fois, tu es plusieurs heures devant ton ordi en train de travailler sur un problème, tu bûches pendant longtemps. C'est bon des fois juste de se déconnecter, en sortir. Ça peut être d'aller prendre une marche avec quelqu'un, ça peut être on jase. Des fois, une fika, ça peut même se transformer en une game de Smash qui se Let's passe. Mais tu sais, go! juste avoir un moment de comme on décroche pour mieux se reconnecter après. C'est de là que vient la fika. Fait que nous, on trouvait ça super inspirant. Puis on s'est dit, on va s'en servir pour faire Et- le nom de l'entreprise. Fait que c'est pas vraiment un moment particulier, mais c'est juste plus ben c'est un moment, ben Approche, c'est pas comme. C'est ça, mais c'est pas, mettons, le café tout le temps à 3 heures ou le thé. Ça peut être. Non, Moi non, qui pars c'est. à 11 heures prendre une marche, comme ça peut être. Exactement, là, c'est quand tu le sens, puis souvent t'impliques quelques autres personnes avec toi, là, tu sais, aller prendre une fika tout seul, ça se ferait, mais tu sais, c'est vraiment un moment pour aussi connecter en dedans, entre les personnes. C'est-tu genre, mettons, le genre de truc que vous considérez qui fait partie de la culture de l'entreprise? Oh oui, ça c'est à 100%, là, on punch pas là, au bureau, là, dans le sens, on compte pas nécessairement les heures et tout ça, fait que nous on considère que ça fait partie de ta journée de travail, puis c'est ça. Mm. Ah, ben ça, Eh, c'est hop, cool, dans le ça. fond, vous y allez plus par tâche que par temps, hein, mettons. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai cru, dites-moi si je me trompe, là, j'ai cru comprendre que, c'est comme là, vous avez dit que vous êtes les deux cofondateurs, vous avez parlé un peu que vous étiez un groupe d'amis et tout, mais vous êtes plusieurs, là, comme dès le Oui. départ, là, qui ont le titre de cofondateur, là, c'est ça que j'ai cru comprendre. Comme, vous êtes combien, mettons, dans l'équipe au complet, là, plus détaillé un peu, mettons? Ouais, on est rendu 11 Ok. depuis tout récemment. Là. On était 9 pendant la production de Chip of Fools avec notre compositeur, sound designer à la pige, qui là, maintenant il a intégré l'équipe, plus une office manager, une gestionnaire de bureau qui est rentré avec nous autres en janvier. Puis ouais, on est un peu atypique là, niveau actionnariat. Là, on a commencé à 5. On avait quasiment tous les domaines nécessaires pour faire commencer un studio de jeux vidéo juste en tant qu'actionnaire. Puis après ça, on est allé chercher justement nos amis de Ouais. nos bacs respectifs pour scaler l'équipe dès qu'on a pu commencer à payer du monde, pouvoir payer du monde. Fait que, c'est ça, ça grossit comme ça. Très cool. Puis c'est le, non, le studio, il a été créé en quelle année à peu près? On a démarré ça en 2018. Donc, on a Ok. commencé à travailler ensemble durant l'été 2018. À l'automne, on a incorporé l'entreprise et on était officiellement officiel. Officiellement officiel. Let's go. À mon appart. Oui, on travaille quand même encore dans son appart, c'est ça. Puis Ah là, ouais, quand vous avez eu, mettons, le stamp, là, Oui. c'était très hot. c'est comment l'industrie du jeu indie au Québec? Comment vous avez C'est vécu ça? c'est vraiment cool au Québec, là, puis je pense que c'est de quoi qu'on s'en rend pas compte quand on game aussi, puis on dirait qu'en tant que joueur, on sait pas nécessairement que les jeux sont faits au Québec, mais il y en a énormément. Juste dans la ville de Québec, où ce que nous, on est installé, il y a une trentaine de studios indie. Puis à Montréal, c'est je dis trentaine de studios indie, trentaine de studios total, incluant les indies. À Montréal, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense c'est au-delà d'une centaine. Fait que je pense dans les derniers chiffres là, du regroupement comme de tous les studios de jeux vidéo au Québec, ça chiffrait dans les 300, là, la quantité de studios. Là, c'est énorme. Puis il y a beaucoup d'entraide. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun, là, dans le sens on, on fait tous des jeux, mais nos produits sont pas vraiment en compétition comme hey, si mon jeu fonctionne, celui de l'autre studio d'à côté ne marchera Ouais. pas. Puis il y a pas ce climat-là. On est là pour s'entraider, puis on profite
tous des succès. Donc, quand il y a des gros jeux qui ont des succès au Québec, ben, ça attire beaucoup l'international sur ce qu'on fait. Donc, les investisseurs, les éditeurs, publishers qui publient des jeux deviennent de plus en plus intéressés aux talents qu'on a au Québec. Puis ça, c'est vraiment cool parce qu'on est tous en train de s'aider là-dedans. Une super belle communauté. On sort ensemble de temps en temps. Là, on s'arrange d'avoir des événements. Là, puis souvent, même, il y a certains de ces événements-là qui sont ouverts aussi au public. Là, donc, pour tous les étudiants ou les gens qui aspirent à travailler dans le jeu vidéo plus tard, c'est des beaux événements pour aller parler au monde des studios indie et des AAA aussi. Là. Y a-tu un organisme ou une entreprise qui s'occupe d'organiser ces événements-là? Ou ça se fait un peu au bon... Je vais faire du pouce là-dessus. Dans le fond, ça s'appelle les flambeaux, ces événements-là. Puis le principe, c'est qu'on se passe la torche de studio en studio. Fait que la responsabilité d'organiser le prochain centre-achat. C'est ça, c'est à peu près, ça se passe au mois d'habitude, à peu près, au mois et demi. Ouais, ces temps-ci, on dirait que la fréquence, avec aussi la pandémie qu'il y a eu, elle a diminué, là, mais avant, c'était vraiment à chaque mois ou à chaque 2 mois, il y avait un flambeau. Là. Comme là, il est dû pour en avoir un très prochainement. Là. OK. Ouais. Ah, c'est hot. Pour vrai, en tout cas, je vais faire des pics peut-être, là, mais genre le Twitch québécois devrait s'inspirer de la vibe Fika puis de ce mode de choses-là. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Mais ça, je veux dire... non, très cool. Mais attends, moi, ça m'intéresse l'histoire de flambeau. Là. Fait que les événements en soi, ça s'appelle les flambeaux. Fait qu'il y a un flambeau en janvier, un flambeau en février, etc. Y a-tu un organisme qui chapeaute ça? T'sais, dans le sens non, que... c'est vraiment au studio qui le prend d'organiser son prochain flambeau. Donc, il va créer l'event. Il va s'arranger que souvent, ça se passe dans un bar. Fait que s'arrange avec un bar à une place en disant, ben tiens, un mardi soir, ça se peut que le bar soit rempli parce qu'il y a 50, une centaine de personnes qui s'en viennent pour un peu célébrer l'industrie du jeu vidéo. Fait que ça, c'est très cool. Ben, on dirait que c'est comme le genre d'événement, il faut être au courant, il faut être un peu dans l'industrie pour savoir que ça existe. Ça, je me demandais, parce que est-ce qu'à, mettons, je sais pas, vous, si c'est votre tour de faire un flambeau, y a-tu comme une bonne pratique dans le sens, est-ce que vous allez l'annoncer comme étant un flambeau, puis que c'est ouvert au public dans vos réseaux, dans le fond? Ouais, on l'annoncerait, mettons, sur notre page Facebook, notre Twitter, tous les réseaux sociaux qu'on utilise en général, on communiquerait que FICA organise, mettons, le prochain flambeau. On n'en a pas organisé à date, là, vu comme il y a beaucoup de studios, fait que s'ils se le passent, puis de temps en temps aussi, c'est pas nécessairement que les studios indie, ça a été démarré par des studios indie. Il me semble que le premier, c'était Nine Dots, ceux qui ont fait le jeu Outward. Étaient les premiers qui avaient organisé cet événement-là. Puis à partir de ce moment-là, ça s'est passé pas mal. Ça a été chez des AAA. Là, donc, il y a eu du Binox. Binox qui est rendu Activision. Je pense qu'il y avait eu aussi. Il y avait eu un flambeau avec Borderlands à la sortie de Borderlands 3. Là, Gearbox qui avait fait souvent, ça. Les studios essayent de prendre le flambeau avec une annonce qui fit avec leur schedule de release. Là, souvent, ils vont annoncer des trucs en primeur ou faire tirer du gear de leur jeu qui vient de sortir, par exemple. C'est-tu déjà arrivé que des flambeaux soient delayed aussi? Je pense que ça a dû arriver, ouais. Mais tu sais, c'est comme. Ça arrive, c'est synchronisé avec les événements, mais c'est pas une nécessité non plus. Là. Des fois, c'est juste. Ça prend juste un moment pour que l'industrie se rassemble ensemble. Puis... Ben, moi, j'ouvre la porte, là, si jamais vous avez des flambeaux en tête qui s'en viennent, n'hésitez pas à le mettre dans notre Discord. Moi, je suis intéressé. Pas parce que je veux travailler dans l'industrie, mais tu sais, on va en avoir d'autres comme vous, les gens de ces choses. On s'en intéresse. Là, on s'en intéresse même aussi. Même si on travaille pas là-dedans, tu sais... Ça reste un sujet qui nous intéresse. Ah non, mais c'est vraiment un bon concept. C'est le fun de voir que cette industrie-là s'entraide. Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est pas comme moi je fais des chapeaux, tu fais des chapeaux, on est en compétition. Là, c'est juste que c'est plein de jeux dans l'univers qui est lancé un petit peu en même temps. Puis après ça, le consommateur, lui, il en prend un. Des fois, il prend l'autre, il met des jeux qu'il aime dans sa wishlist. Tu sais. Non, mais c'est. Vas-y, je te laisse aller, excuse. C'est certain, tu sais, que si on faisait tout exactement le même projet, tu sais, là, on se pilerait un petit peu ses pieds, mais tu sais, comme nous, je sais pas, Full, c'est un roguelike coopératif. Si un autre studio fait un roguelite ou un jeu coop, je veux dire, les joueurs qui ont aimé chez Pas Fools risquent d'acheter aussi ce jeu-là. Là, c'est le style qui les intéresse. Puis je pense que c'est tant que tu es dans certaines sphères, certains marchés qui sont pas non plus saturés, là, dans le sens, mettons, on est une équipe, chez Ficon, on est rendu 11 personnes.
si on dit qu'on fait un FPS compétitif pour compétitionner le prochain Warzone, peut-être que là, ça va être dur, admettons, de percer. Faut aussi trouver une niche qui fit avec ta taille de studio. Puis, Oui, évidemment. Là. ce que oui. c'est ça. Puis, Envoyez Ah, Mathieu c'est dans la messagerie de Discord, la page officielle des flambeaux. Fait que les Ok. annonces. je Et vais là-dessus, pas aller là. voir ça tout de suite parce que si je change mon layout dans Discord, ça va tout fucker, puis on veut plus Si ça. tu veux l'envoyer dans notre discussion à Ouais, quatre, moi, je vais avoir voilà. accès, par contre. Urgent va pouvoir le mettre dans le chat de Twitch. Mais c'est super intéressant. Moi, je vais essayer d'y aller. J'imagine qu'il y en a à Non, je trouve ça Montréal. le fun que, Ouais. je trouve ça le fun que les compagnies, comme pour ce que je comprends, là, aient compris que s'il y en a une qui shine, ça fait shiner comme l'industrie au grand complet. C'est Tu sais. ça. Ouais. Ça, c'est cool parce que non, c'est full important. Puis c'est effectivement le cas, je crois. Que si le Québec shine en général, ben ça amène l'œil sur le Québec. Tu sais. Ouais, puis ça apporte une belle crédibilité. Là. Puis c'est ça, ça Exact. revient un peu à un point que je mentionnais tout à l'heure, que je trouve qui est un peu dommage, c'est que c'est vraiment dur pour les joueurs de savoir qu'est-ce qui a réellement été fait au Québec. Ouais. Il y a quelques initiatives qui arrivent de temps en temps. Il y a une couple de semaines, il y a eu une grosse vente Steam des jeux Games C'est ça, from j'ai- Québec. Puis là, des fois, tu vois la liste de jeux, puis même nous, on est surpris de Ah ouais, ça a été fait au Québec. Tu sais, on en apprend nous autres ici, alors on baigne dans cette industrie-là. Fait que c'est fou. Puis, Non, c'est ça, j'allais dire. Moi, ouais. souvent, je découvre des jeux québécois comme ça. Tu sais, j'en connais quelques-uns, mais la plupart, c'est parce qu'il y a des ventes Steam de développeurs québécois. Fait que ça, c'est. En effet, c'est une belle façon d'en découvrir, ça. Puis, fait que là, j'en comprends que c'est une belle industrie dans laquelle on peut évoluer quand on veut se faire une belle entreprise. Est-ce qu'il y a quand même des défis majeurs? Y a-tu des trucs qui vous ont surpris peut-être ou que vous attendiez pas vraiment là? Ouais, ben, c'est quand même difficile de démarrer. Dans le fond, faire un jeu, ça prend pas mal de fonds. Fait que la game de financement est pas facile quand tu commences. Puis c'est quelque chose qu'on avait remarqué quand on a commencé à baigner dans l'industrie. Là, on est allé assister à des événements comme la Caravane, qui est un événement, encore une fois, ouvert au public une fois par année. Je pense que ça vient à Québec. Mais ça se passe de ville en ville aussi. Des fois, c'est à Sherbrooke, Montréal. Le prochain est à Trois-Rivières. Trois-Rivières. Bon. Ah, je me suis trompé. Voyons, au Saguenay. À Chicoutimi, le prochain. À Chicoutimi. Voilà. C'est pas le même endroit. C'est un événement avec les studios locaux qui vont Yeah. avoir leur booth puis présenter au public ce qu'ils font. Puis ben, on avait jasé au tout début quand on a parti notre studio avec les autres studios, c'était quoi leur façon de se financer. Puis il y en a beaucoup qui sont dans le game du FMC, là, le Fonds des médias canadiens. Puis c'est quand même très... c'est un bon moyen de se financer là, avec le gouvernement du Canada. C'est comme un gouvernement agissant en titre de publisher. Tu présentes ton projet à différents programmes, prototypage, commercialisation qui financent à différentes tailles de projets pour tes jeux, sauf que c'est quand même vraiment contingenté. Puis c'est difficile à obtenir quand ton équipe n'a pas de l'expérience reconnue dans l'industrie ou si tu n'as pas encore sorti des jeux. Tu es moins classé haut en termes de pointage pour avoir accès au fond, parce que le fonds est limité à chaque année. Fait que pour quand tu commences, tu as peu de chances d'avoir accès à ce fonds-là, mettons. Donc, comme nous, on est allé avec la voie du servicing, on a fait des apps web mobiles, des contrats en or ou carrément avec d'autres studios de jeux, faire des ressources pour leur production, leur jeu en cours, jusqu'à temps qu'on atteigne un certain capital pour investir assez dans notre jeu pour l'amener jusqu'à un prototype, un démo jouable, puis le présenter à des concours, qu'on a pu gagner des bourses pour, encore une fois, mettre plus de développement jusqu'à ce qu'on se rende à signer notre deal d'édition avec notre éditeur là, qui a financé le reste de la production. Mais c'est ça, le bootstrap au début... T'as de l'argent à aller chercher, puis il n'y a pas rien qu'une façon de faire, mais c'est difficile au début. Est-ce que, si je comprends bien, est-ce qu'au début, vous allez faire un peu comme aider un peu certains projets, autres projets là, dans d'autres studios, d'autres choses comme ça? Est-ce que vous le faisiez à titre individuel ou à titre de FICA Production? À titre de FICA. Ouais. À titre de FICA, ok. C'est l'entreprise qui fournissait des services en développement logiciel, en or, tout ça.
jusqu'à temps comme Marc a mentionné, là, jusqu'à temps qu'on arrive à avoir notre prototype présentable pour les différents les concours. Il y a une coupe d'initiatives qui sont même au Québec là, pour essayer d'aller chercher du financement, mais après ça, c'est vraiment les éditeurs, les investisseurs, c'est là qu'on peut aller chercher des financements pour payer une équipe pendant plusieurs années de développement. Là. C'est ça. Souvent, après, quand tu as fait ton premier jeu, ben, les rentes du premier peuvent financer oui. le deuxième, ou tu peux te spécialiser dans des services plus liés au jeu, là, comme je sais pas, du porting ou d'utiliser ton expertise pour d'autres choses, pour d'autres studios. Tu as une crédibilité, I guess, qui se build up là-dessus, tu sais, selon le succès du jeu. Puis, mettons, là, question de faire un peu une chronologie là, des événements jusqu'à présent. Donc, studio créé en 2018. Ouais. Ce premier démo-là, pas démo, mais prototype-là, on parle de quelle année à peu près par rapport à la création? Ça, En 2020, on l'avait on l'a emmené à un concours, le concours Catapulte, qui est organisé par la Ville de Québec. En fait, c'est la Ville de Québec, Antoine? Québec International? c'est Québec Epix, donc il y a beaucoup d'acteurs dans tous ces concours-là. Je pense que Desjardins est un gros acteur du concours, mais sinon, c'est Québec Epix qui est pour représenter les studios de la ville de Québec, d'animation, de jeux vidéo, puis aussi d'expériences immersives, là. Tout ce qui est un peu plus VR. Là. Ouais, c'est ça. Fait que début 2020, on participait à ce concours-là. On avait comme un semblant de tranche verticale à présenter, à pitcher pour ce concours-là. C'était pas encore un démo qu'on aurait pu donner à des joueurs. On était loin de là. Puis après ça, avec ce concours-là, ben, on l'a gagné. On a gagné le Grand Prix. Ça nous a aidé à mettre plus de notre équipe sur la production. Plus de salaires qui étaient payés par ça. Fait qu'on après ça, on a pu continuer à grossir le prototype. On avait participé en 2021 à la Sérénité Ubisoft. D'ailleurs, qui a lieu à chaque année, qui a eu lieu la semaine passée à Montréal. C'est ça. Ça, on avait gagné le prix coup de cœur BNC. Ça aussi, ça venait qu'une bourse. Ça a pu nous aider à poursuivre le développement jusqu'à ce qu'en début 2022 qu'on a eu notre deal d'édition. Non, c'est 2021. Pas longtemps après la série Indie qu'on est allé chercher. Puis ça, tu sais, là, votre publisher à vous, c'est Team 17, right? Exactement. Ça, puis c'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui avez magasiné des publishers? Comment ça s'est passé, cette relation-là? Ça a l'air drôle, parce que j'ai hâte. Ouais, ben c'est juste, c'est de la job, là. On va dire magasiner un publisher, parce que c'est le terme magasiner, c'est pas que tu peux acheter ou aller chercher un publisher facilement comme ça, là. En gros, on va essayer de résumer ça simplement. Pour avoir un publisher pour notre jeu, souvent, ils vont vouloir avoir une démo de comme on veut voir c'est quoi votre jeu. Donc, il faut les atteindre d'une certaine façon. Pour les atteindre, soit tu essayes de trouver, souvent sur leur site web, ils ont des façons que tu peux soumettre un projet, un jeu. Je pense pas que c'est la meilleure approche à y faire. Le mieux, c'est d'avoir un contact direct chez les publishers, donc ce qu'on appelle des scouts, donc des scouts en français. La traduction est assez directe ici. Ces gens-là, c'est des gens qui sont à la recherche des prochains projets qu'eux veulent signer, eux veulent financer. Puis la façon de les rencontrer, c'est souvent d'aller dans les gros événements de jeux vidéo. Nous, la première fois, il y avait un événement qui était à Montréal qui s'appelle le Megamigs. Donc, cet événement-là où que les studios exposent des jeux, c'est aussi un endroit que tu peux faire du B2B. Donc, tu peux rencontrer des gens de différentes entreprises un peu partout dans le monde. Donc, c'est là qu'on a rencontré pour la première fois les scouts. C'est là qu'on avait rencontré un scout chez Team 17. Mais ceux-là sont dans les événements là, comme la Gamescom, l'E3, le GDC qui est lui plus pour les professionnels. Tous ces gros événements-là, c'est là que tu essaies d'avoir des rencontres avec les scouts pour leur pitcher ton projet. Là. Donc, c'est vraiment, on va dire, comme tu fais une présentation. Là, tu te montres des slides, tu expliques rapidement c'est quoi ton concept de jeu, tu montres des arts, tu montres une démo, combien ça va coûter. Donc, tu présentes toutes ces affaires-là. Donc, c'est quand même pas mal de travail pour faire cette présentation-là. Puis une fois que le scout rapporte ça dans son entreprise, dans son studio, eux en discutent, puis après ça, ça y va avec des échanges de courriels. Donc,
nous, on a rencontré pour la première fois Team 17, on était en octobre 2019, donc pas longtemps avant qu'on tombe à Catapulte en 2020. Fait que c'est la première fois qu'on les a rencontrés, on n'avait rien du tout. Là. On n'avait même pas un démo jouable de Ship of Fools. C'était juste, on va dire, un pitch, juste une coupe de slides qui montrait voici c'est quoi le projet. Mais on avait vu qu'il y avait eu de l'intérêt. Puis ça a pris plus qu'un an. De toute façon, on a fini par signer le deal de publishing dans les environs de mars-avril 2022. Là. Donc, ça a pris un an et demi de discussion à oui, on est intéressé, montrez-nous le prochain truc. Puis de temps en temps, tu parles avec certains publishers, ne sont pas nécessairement intéressés par ton projet. C'est pour ça que je dis la partie magasinage, c'est que tu peux arriver avec un projet, puis il n'y a personne qui ait envie de Ouais. signer ton jeu. Là. Donc, eux doivent faire confiance à l'équipe, doivent faire confiance au projet, puis se dire on est-tu capable de vendre ça aux joueurs? Fait que ça prend beaucoup de temps, il faut se prendre d'avance. Ouais, puis Ouais. chaque éditeur a son portfolio, puis chaque Ouais, jeu oui. ben, a sa propre couleur. Fait qu'il faut qu'ils s'assurent que cette couleur-là fit Mhm. dans leur portfolio s'ils vont être capables de le marketer Ben oui. tout et tout. C'est vrai que, tu sais, quand tu regardes, mettons, un publisher comme Devolver, ils ont un style de jeu, tu sais, qui publish plus que ton Team 17 ou Annapurna, mettons qu'on reste dans l'indie game, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'imagine que Team 17 ils veulent rester dans leur créneau à eux, ils doivent avoir un peu le genre de jeu qu'ils aiment publish. Puis eux, est-ce qu'ils vous ont demandé de changer des choses dans le jeu? Est-ce qu'il y a des éléments qui étaient comme, ça on n'est pas sûr? Ben, tu sais, dans la limite de ce que vous pouvez dire, bien sûr. Ils ont encouragé fortement qu'on ait un mode online. Surtout, ben nous c'était comme on y pensait aussi. On était comme au début, on faisait un jeu qu'on développait en tête pour que ce soit couch co-op. Avec la pandémie, on voyait que ça allait moins se passer le couch co-op, que l'online devenait de plus en plus nécessaire. Puis ben ils ont poussé aussi pour qu'on fasse le move là. Fait ça a été un des trucs qui nous a poussé à le faire. Mais en général, ça dépend. Ça va, on va dire, dans la partie magasiner les éditeurs, c'est qu'il y en a qui ont des meilleures réputations que d'autres. Team 17, côté contrôle créatif de notre projet, ils n'ont jamais forcé rien du tout. Non, C'est c'est sûr. comme, vous avez le contrôle, c'est votre jeu. Vous êtes les meilleures personnes pour savoir qu'est-ce que votre jeu a de besoin. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que de leur bord, il y avait quand même des game designers. Fait qu'on pouvait avoir des discussions avec des gens chez l'éditeur de hey, on pense à telle affaire pour telle mécanique, est-ce que c'est cool? Des fois, ils peuvent nous faire des recommandations, mais il n'y avait rien qui était obligé d'être pris. Ok. Fait que ça, je pense, rendu là, la majorité des éditeurs vont te donner quand même un grand contrôle créatif. Je pense que là, si tu t'en vas vers un éditeur qui veut tout contrôler, je pense que c'est le genre de deal que c'est tout dépendant, c'est quoi ta situation aussi, là, mais ça nous aurait moins intéressé d'aller vers un publisher qui aurait fait un peu d'ingérence sur c'est Ouais. quoi, je sais pas, Fools. Mais ça, c'est cool. Je savais pas qu'il y avait des game designers du côté du publisher qui pouvaient être là en support, mettons, de ce que je comprends. Ouais, ben, ça, Team 17 l'avait, mais c'est pas nécessairement Pas tout le tous monde, les ok. publishers qui ont ça. Là. Le degré d'implication d'un éditeur, là, ça varie vraiment. Il y en a qui vont prendre plus de risques, fait qu'ils vont emmener un plus gros montant, un plus gros investissement, mais ils vont s'occuper, peut-être, mettons, ton QA, ils vont avoir des fournisseurs où ils vont faire à l'interne tes localizations, là, fait qu'à traduire le jeu dans plusieurs langues. Ou tes ports. Fait qu'il y en a qui sont plus hands-on, il y en a qui sont plus comme un investisseur juste monétaire, on fait pas de marketing, on fait rien. Il y a vraiment tout un spec, puis tu magasines ce qui fit le mieux pour ton projet et ton budget. Non, c'est ça. Puis là, vous répondrez ce que vous pouvez répondre à cette question-là. C'est une question du chat tantôt, fait que j'en profite. Mais de votre côté, mettons qu'on prend l'exemple de Ship of Fools. Grosso modo, le jeu vous a pris combien de temps, sans compter peut-être les pauses, vraiment en temps de développement et de production. Puis combien ça leur a coûté à peu près ce jeu-là à développer? Ouais, Ça peut être une gamme de prix. on va répondre, là, mais en grosso modo, là, mais Ouais. on va dire 3 ans de développement. Il y a quand même une partie de ça, la première année où l'équipe qui travaillait sur le prototype était tout petite. Là, fait qu'on va dire 1 an, on va dire, de prototypage où c'était 2 à 4 personnes qui travaillaient sur le projet pour qu'il avance pendant que le reste de l'entreprise, on s'arrangeait de faire rentrer un peu de revenus pour qu'on puisse continuer à développer ce projet-là. Mais après ça, les 2 autres années, ça a été avec la team complète, là, avec un bon 9 personnes. Puis incluant, c'est ça, les salaires, l'équipement, tout le kit pour développer justement un jeu, des frais marketing, on dépasse le $1 million dépensé là, pour développer ça. Ok. Quand même.
Ouais, je m'attendais pas que ce soit autant. Ouais, je m'attendais pas à tant que ça pour. Je sais que des un grosses jeu, productions, c'est ça. Je sais que des grosses productions, ça va dans le 30, 100, 200, des fois 300, 400 millions. Mais je pensais pas que Exactement. Indie c'était à ce point-là, quand même dispendieux. Indie, c'est aussi un terme qui a le dos large, là, dans le sens qu'il Ouais. existe des jeux indie où que, ça peut être une équipe de des fois un solo dev ou des fois 3-4 personnes, puis ils décident pendant 3 ans de ne pas se verser de salaire. Ça peut exister aussi. Dans ces cas-là, ça ne coûtera pas cher. Mais si on pense à, mettons, un salaire annuel d'un professionnel, puis que tu as une équipe déjà d'une dizaine, ou des fois, il y a des studios indie, il y a une vingtaine d'employés, on va dire, il y a quand même beaucoup de salariat qui sort du coffre de l'entreprise à tous les mois. Donc, on met ça sur plusieurs années et les investissements qui sont nécessaires pour développer ce genre de jeu-là sont assez élevés. Mais encore là, c'est pas sorti tout de nos poches. Là. On n'avait pas, Non, c'est ça. toute la gang, on sort de l'université, ah ouais, on a 1 million à placer dans un jeu. Ça fonctionne pas comme ça. Là. Non, c'est pas. T'as Clairement, combien dans ton l'affaire compte, financement toi? tantôt. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est vrai que indie game, c'est un terme qui est tellement utilisé à plusieurs sauces. Là. Fait qu'il y a des réalités différentes. Il y en a beaucoup. Je sais que le Kickstarter, c'est un bon moyen aussi pour certains développeurs. Moi, j'en ai financé sur Patreon, là, des développeurs, surtout ceux qui font des mods de jeu. Là. Ouais. Il y a des mods que moi j'ai financés par Patreon et ou par virement PayPal parce que je voulais les encourager. Fait que tu sais, ça peut avoir plusieurs réalités là, différentes. Là. Clairement. Tant qu'en parler de développement, justement, de Shape of Fools, puis de comment ça a pris de temps et tout, c'était quoi vos inspirations derrière Shape of Fools? Genre, c'était quoi? Est-ce que vous avez eu des jeux avant qui vous ont inspiré? Est-ce que vous avez des, je sais pas là, des événements ou peu importe? Puis, ouais, fait que c'est quoi les inspirations derrière ça? Ouais, ben, avec Shape of Fools, une des grosses inspirations, c'est qu'on était dans la gang pas mal de joueurs de roguelite. Puis on était aussi pas mal de joueurs de jeux coopératifs. Fait qu'il y avait comme, tu sais, on tripait sur Binding of Isaac, Enter the Gungeon, tu sais, on les jouait pas mal, puis on aimait ça. On aimait aussi la partie comme Overcooked, d'autres jeux qui ont été justement published par Team 17, là, qui sont très coop. Puis quand tu es plusieurs à partager, on va dire, un même style de jeu qu'on aime beaucoup, on se dit, OK, ben, on va en essayer de jouer à certains de ces jeux-là ensemble. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est que quand on jouait en coop, je pense que Enter the Gungeon, c'est un exemple qu'on s'est servi beaucoup pour expliquer pourquoi notre jeu, justement, pourquoi notre jeu existe. Là, c'est que tu à jouer à plusieurs à ce jeu-là, puis ça paraît que ça a été pensé pour le solo. T'essayes, une des situations qui arrive souvent, qui est frustrante, c'est t'essayes d'éviter des projectiles. C'est ça que tu fais dans Enter the Gungeon. C'est un peu un bullet hell. Puis un des joueurs part dans une direction parce que la communication est difficile, l'autre part dans une autre direction, la caméra elle suit pas, puis ça fait en sorte que les deux joueurs reçoivent les balles en même temps. Puis là, tu fais OK, ben c'est quand même tough. C'est le fun parce qu'on peut se parler pour jouer à deux, mais on n'est pas capable de se rendre aussi loin dans l'aventure quand on joue à 2 joueurs que quand on joue seul. C'est beaucoup plus facile de finir une run à Isaac ou Gungeon seul qu'à deux. Puis là, nous, c'est là qu'on a vu qu'il y avait comme un problème, qu'il y avait un problème. Euh, on va dire un potentiel de faire, ben regarde, on aime ce genre de jeu-là, on aime ça jouer en coop. On va essayer de trouver un bon médium pour faire un jeu coop roguelite. Puis là, on est dit, OK, le bateau, ça serait cool. Au lieu que chacun ait sa barre de vie, ben, que c'est le bateau qui est la source que tu dois défendre. Fait que là, le gameplay de defending, puis en même temps, on faisait beaucoup de concept art. Au début, on avait des animaux de la forêt, mais là, comme on est arrivé le projet de bateau, les illustrations qu'on faisait, on les amenait un petit peu plus comme il y avait des grenouilles, puis tout le kit. Fait que là, on commençait à avoir des personnages qui avaient de la forme de des poissons. Puis on était comme, OK, ça va être cool, là, ça va être des poissons sur un bateau. Puis tu sais, le jeu se développe tranquillement comme ça, où que on a autant les arts, on pense un peu au lore, à toute l'histoire, à tout ce qui est en arrière du monde qu'on est en train de créer, puis aux mécaniques de jeu. Puis on dirait que tranquillement, quand on développe un nouveau projet, tout ça s'imbrique ensemble jusqu'à temps que ça devienne un jeu comme, je sais pas, Fools. Fait que c'est un peu ça. C'est très hot de voir l'évolution, non? Je trouve ça cool. Ouais. Puis, est-ce que, mettons, là, tu sais, là, t'as parlé que roguelite puis coop, mais ça, c'était dès le départ, là, que c'était ça. Ouais. C'est l'élément qui drive, mettons, là, Exact. le développement. Une bonne expérience coop dans un roguelite. C'est ça, ouais. C'est ça le hook. Les versions, mais. Ah, ben, ok, non, je vais te laisser comme ça. C'était vraiment rapide ce que j'allais dire, mais un des trucs qu'on avait fait aussi pour un peu valider s'il y avait de l'intérêt, c'est qu'on avait posé la question sur Reddit comme
qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un roguelike coop? Puis on avait mis ça sur plusieurs subreddits, puis on avait eu plein de réponses. Puis là, les gens sortaient des gros paragraphes de pourquoi genre les roguelites en coop fonctionnent pas, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dedans, quel genre de mécanique. Fait que c'est le fun, c'est la communauté qui est en train de un peu générer comme ben regarde, on a vraiment envie qu'un jeu comme ça existe. Puis nous, de notre bord, on est comme ben, on a envie de créer ce jeu-là. Fait qu'on on s'est inspiré aussi de ce que les joueurs voulaient voir dans ce style de jeu-là. Là. C'est très hot. Genre, je connais Reddit. D'ailleurs, oui, t'es muté, tu sais. Ouais. Mais je connais Reddit, puis je veux dire, je l'utilise un peu, mais pas tant. Mais je savais pas que ça pouvait être autant utilisé par les devs, mettons. Ouais, ben ça permet de faire de la validation de marché, puis plus large, il y a beaucoup de devs qui font aussi du marketing par Reddit. Là, donc, tu vas dans les Reddit juste de roguelite, puis tu peux faire un genre de devlog, puis montrer tes avancements de où est-ce que tu es rendu dans le projet. Nous, on n'a pas utilisé cette technique-là, mais je veux dire, Mais ça se fait, là. ouais, c'est ça, il y a plein de gens qui suivent sur Reddit des game devs qui travaillent sur leur projet. Là. Quand vous avez fait un roguelite, roguelite, hein, pas roguelike. Ouais, Juste light. Light, ok, c'est ça. Coop, est-ce que c'est dans ce créneau de jeu-là que vous voulez continuer à développer ou est-ce que il y a d'autres styles de jeu que vous aimeriez faire là, que ça peut être personnel comme ça peut être en tant qu'entreprise, là, bien sûr. Je pense pas qu'on va se limiter à un style. C'est sûr que tout ce qui est coop, il y en a beaucoup, ça parle à beaucoup de monde à l'interne, mais on est passionné par plus que juste les roguelites. On a pas mal de styles de jeu qu'on veut explorer et qu'on a plein d'idées pour ça. Mais comme, mettons, quel genre? Si on va trop précis, on va déjà vous dire sur quoi on est en train de travailler. Ouais, c'est ça. Ah, ben on peut pas avoir, mettons, un style large ou... Pas de suite, pas de Pas de suite. suite, ok. Si vous voulez faire un Souls-like, moi je serais bien heureux. Genre ça de même. Il pense ses couleurs, lui, toi, en même temps. Puis, autre question que j'avais, est-ce que durant les phases de développement, vous avez release pas des démos versions, mais tu sais, admettons, pas nécessairement sur Steam ou whatever, mais tu sais, sur itch.io, ce genre de site web-là qui sont plus pour les devs solo ou en petits groupes, là. Est-ce que vous avez essayé d'aller chercher le input de certaines personnes qui auraient eu la chance d'y jouer un peu? On est allé chercher l'input de joueurs, mais vraiment plus à huis clos. Là, on avait, entre autres avec notre éditeur, ils ont des labs de usability testing. Là, fait qu'on on a soumis des versions pour faire tester à des joueurs où est-ce que tous leurs commentaires et prix sont quasiment observés derrière un miroir sans antenne pendant qu'ils jouent. Il y a ça. On a aussi... quand on a gagné le prix de la série Indie Ubisoft, le coup de cœur, ça venait aussi avec des séances de playtest par les labs d'Ubisoft. Je pense qu'on a fait affaire avec eux 2 fois. Fait deux fois, on a eu des séances avec des joueurs qui sont recrutés selon la démographique les démographiques qu'on vise avec notre jeu. Puis après ça, Ubisoft, il analyse le feedback, où est-ce que les joueurs ont le plus buté, c'est quoi étaient les pain points pendant qu'ils exploraient le jeu, puis ils nous font des rapports avec ça. Fait que ça a été vraiment ça, les premiers feedbacks, à part le feedback à l'interne. Puis jusqu'à ce qu'on sorte la démo publique, comme on l'a sorti une semaine avant notre apparition dans le Steam Next Fest, qui était à l'automne dernier. Ouais. Début de l'automne, peut-être quelques mois là, avant qu'on ait notre sortie officielle. Okay. Pour revenir à la chronologie là, qu'on faisait tantôt, puis pour mettre tout le monde un peu là, dans la loupe, exactement, c'est quand que le jeu est sorti? Aussi simple que ça? Il est sorti le 22 novembre dernier, fait que ça fait bientôt, ça fait 2 mois, allez, 3 mois. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois, ouais. Je suis comme, on est en février, mais ok, j'en ai skippé un, mais non, c'est ça, 3 mois. 3 mois qui est sorti. C'est ça, parce que c'était un des derniers jeux de l'année, là, ça je me souviens. Ouais, exact. C'est en même temps sur les consoles et PC. C'est ça, vous avez sorti ça sur PS, Xbox, Switch et PC. Exactement.
C'est comment ça se passe quand vous sortez? C'est-tu Team 17 qui s'occupe de tout ça, de s'assurer du versionnage des releases sur d'autres consoles, ou c'est vous qui devez exporter Ça- le jeu dans un bon format? on aurait pu le faire, mais nous, on a fait affaire, on a un fournisseur externe pour nos Ok. ports console. Ça a été c'était notre premier jeu, fait qu'il y a eu des concessions à faire niveau temps. Il faut arriver avec les échéanciers marketing. Fait entre autres, c'est un des morceaux pour nous dérisquer en fait notre projet qu'on a choisi de faire à l'externe, le porting de nos versions console. Fait que c'est eux essentiellement qui partent de notre code base puis qui font les adaptations nécessaires pour être compliant avec les. Parce que chaque console a Ouais, c'est ça. ses caprices, là, c'est les trucs qui ont besoin qu'on respecte, les logos soient telle grosseur, si, ça. Ouais. Ça a été fait par un fournisseur à l'externe pour nous. Ah, ok. Bon, Clairement, cette petite spécificité-là à chaque console, je veux dire, clairement, si vous pouvez avoir un contact là, plus habitué ou tu sais, professionnel, mettons, qui se connaissent, c'est sûr que ça aide. Là. Ouais, c'est ça. Sur notre première production, c'était, comme Marc-Antoine l'a mentionné, c'était une question de dérisquer sur des prochains jeux. Ça se peut qu'on en prenne des versions console sous nos épaules. Là. Fait que, Ouais, exact. On voulait prendre un nombre de bouchées qu'on était capable de Ben, tu sais, comme tu dis, d'attaquer, là, pour respecter l'échéancier, des fois, il faut faire des choix, puis... c'est ça, comme ça. Par exemple, un des gros morceaux qu'on avait dans la production, c'était faire un jeu online, là, un jeu en ligne peer-to-peer. Fait que ça a pris une grosse partie de notre temps de développement. Fait qu'on ça a été un peu comme l'expertise qu'on a choisi de développer au lieu de se concentrer sur ces ports. Puis les ports, on s'est dit qu'on va laisser ça à une prochaine production. C'est long, Et- clairement. Puis- Au niveau... vas-y, urgent. Non, mais j'allais dire, puis clairement, le online, je veux dire, je pense que c'est quelque chose qui a été très bien. En tout cas, je vais parler pour mon expérience, qui a été très bien reçu. Ça a été mentionné tantôt avec notamment la pandémie, ben, tout ce qui est online a gagné en popularité, veux pas. Puis, est-ce que je me trompe? J'ai cru voir ça passer dans le chat, mais il y a du remote play pour ce jeu-là sur Steam. Il est activé, on peut jouer en Steam Remote Play, mais Ouais, il n'y a aucun gain à jouer en Remote Play versus juste se connecter par le menu online du jeu. Ça revient exactement au même. La version locale coop, la version en ligne en coop est pratiquement identique. C'est juste peut-être la gestion de la caméra. Si tu joues en local coop, tu vas avoir une caméra plus centrale aux deux joueurs parce que c'est comme si c'était ça même écran ouais. localement. Tandis que quand tu es chacun en ligne dans la même session, ben, tu peux juste te voir toi. L'autre, s'il disparaît de l'écran, revient, c'est pas important. Principalement, le jeu, le jouer par la façon classique online, pas en remote play, c'est la façon recommandée. C'est bon. Y a-tu des difficultés dans le développement? Est-ce que l'online, ça vous a pris du temps? Est-ce que c'est parce que il y avait des difficultés que vous avez vécues ou est-ce que c'est parce que c'est juste que ça prend vraiment du temps à faire? Ça prend quand même du temps parce que, dans le fond, tous les systèmes que tu développes, il faut que tu les rendes compatibles online. Tout élément du jeu, il faut que tu le synchronises avec le jeu de l'autre personne. Fait qu'il faut que tous les états soient sérialisables, donc transmettables sur le network, puis de façon efficace pour que ce soit pas trop lent, puis que gérer qui a la vérité dans quelle situation. Je frappe le monstre, l'autre frappe le monstre. C'est qui a frappé le monstre? C'est qui a pris l'item? C'est qui a acheté? Il y a plein de cas à gérer, mais essentiellement, à mesure que le jeu est développé, puis il y a des systèmes qui sont créés, ben il faut faire la contrepartie online. Fait que plus que ton jeu a un gros scope, plus que la tâche de faire l'online un gros scope. Fait que c'est une tâche qui grossit à mesure que ton jeu a des éléments dedans. Fait que c'est sûr que Y a-tu d'autres étapes où ça a été justement plus difficile, qu'il y a des trucs soit que vous attendiez pas nécessairement qui sont arrivés ou que vous avez des difficultés à l'interne ou whatever là? Bonne question. T'as-tu des idées? Dans l'online, il y a quand même eu pas mal de défis. Là. Des fois, c'est juste des questions de gestion de physique ou de gestion justement de priorité. Dans le développement, je pense qu'on a eu aussi des problèmes à un moment donné d'optimisation de la mémoire. On avait des gros assets
Quand je dis des gros assets, c'est que, mettons, les dessins, toutes les animations, on les travaille en 4K, fait que ça fait des gros fichiers, autant des gros fichiers dans Photoshop quand on fait les illustrations, que quand on les amène dans l'engin de jeu. Donc, quand tu commences à voir dans un engin de jeu, le terme qu'on utilise, c'est une scène dans laquelle on place les différents éléments. Donc, on fait tous les décors, les personnages sont là. Fait que là, il commence à avoir des ennemis à l'écran, on tire du canon, il y a beaucoup de projectiles. Il commence à avoir beaucoup de choses qui se passent. Puis plus chacun des objets qui sont visibles à l'écran prennent une grande place dans ta mémoire de ton ordinateur, ben, plus plus ça peut saturer, plus on peut avoir des bugs qui arrivent, des problèmes de performance, ou que là, on a un jeu en 2.5D, là, fait que beaucoup de 2D, un peu de 3D. De temps en temps, même sur une machine assez puissante, ça pouvait ralentir pas Ok. mal. Fait que, ou des fois, c'est les temps de chargement. Tu rentres dans un nouveau level du jeu, puis là, il faut aller tout mettre ces assets-là en mémoire. Puis ça, c'est coûteux. Puis à un moment donné, on se dit, bon, si le loading prend 30 secondes pour rentrer dans le level, combien de joueurs vont juste être tannés après une coupe de loading, puis vont juste faire, ça va pas vite, ce jeu-là. On est habitué des fois à les gros loading dans les AAA, là, surtout il y a quelques années, même ces temps-ci, sont pas mal meilleurs qu'ils l'étaient dans l'époque, on va dire, de la PS3, là, où que tu rentrais dans un bâtiment dans Skyrim, puis des fois, tu peux te avoir pour 2 minutes juste pour aller Ouais. vendre ton stock puis sortir. Là. Skyrim puis Fallout, ça, je me rappelle que dès que tu ouvrais une porte, tu rentrais dans une grotte, ouais. ça prenait une fucking éternité. Mais Ouais. c'était les limites du temps, là, bien sûr. Puis c'était des jeux qui étaient très en avance sur leur temps aussi. Ouais. Mais des fois, tu joues à un jeu indie, un roguelike, c'est rapide, là, tu fais des runs, puis ça va vite, tu t'attends pas à pogner un gros loading. Fait que c'est le genre de truc que, OK, on avait prévu tel échéancier de développement, mais là, on a, pour plusieurs personnes dans l'équipe, on a maintenant 2-3 semaines à juste investiguer pourquoi ça prend du temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que c'est plus rapide. Fait que ça, des embûches de même, il y en a eu autant techniques que des fois, c'est aussi des enjeux de game design. Ça arrive, des fois, on se bat contre, on pense à un boss, on commence à le développer, puis OK, ça marche pas, il est trop tough, il est trop facile, pourquoi il l'est? On veut trouver la juste balance pour ça, puis ça, c'est beaucoup de playtests, puis je pense que c'est rendu important qu'on planifie, qu'on se laisse des bons buffers, du temps pour juste penser à d'un coup que ça marche pas, là, puis qu'on a, on a des imprévus qui arrivent, parce qu'il y a tout le temps des imprévus dans une production. Là. Ben oui, puis encore plus pour respecter la production, ou l'idée FICA, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Pour pas un rush ou peu importe, c'est important, je pense, de se laisser ce buffer-là, comme tu dis. Puis c'est quelque chose que je pense qu'en tant que joueur, on voit pas tout le temps, mais effectivement, tu sais, un boss, soit facile ou dur ou peu importe, en tout cas, dites-moi là si je me trompe, mais ça doit pas arriver du premier coup, là. Tu dois pas dire que, tu sais, ça doit être genre beaucoup de playtests, beaucoup de comme back and forth, comme on l'essaye, OK, il est tough, mais OK, qu'est-ce qui le rend tough, tu sais? Ouais. Fait que, non, clairement. Puis tu peux pas dire à tes testeurs get good, là. T'essayes aussi de préparer ton joueur au boss, là, dans le sens que les mécaniques, les passes qu'il apprend à faire dans le secteur, c'est un peu une intégration rendue au boss. Là. Non, C'est clairement. comme son examen, voir s'il a bien compris son secteur. Là. C'est ça, ouais. Moi, j'ai. Ouais, vas-y, Urgence, t'avais quelque chose de sujet? Non, c'était Antoine qui allait prendre parole, je pense. Oui, Antoine, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Ben, pour ajouter là-dessus, c'est vraiment, je pense que c'est bien dit, là, un examen. Là, on veut valider que le joueur a appris les compétences pour être en mesure de passer au prochain. Donc, des fois, on peut s'en servir pour être certain que, OK, s'il a réussi à battre ce boss-là, maintenant, on a le droit de mettre ce genre d'ennemi-là dans le prochain niveau, Ouais. parce qu'on s'attend que le joueur, maintenant, il a les capacités de se battre contre ces ennemis-là qu'il n'avait peut-être pas quand il était dans le premier niveau du jeu. Là. C'est ça, puis tu sais, il faut avoir une progression de la difficulté qui est cohérente aussi, qui demande pas trop d'efforts, mais qui demande assez de challenge pour que ce soit le fun à jouer. Moi, j'ai une question, là, je retourne à la programmation en ligne, puis tout ça. Moi, puis ça, c'est très personnel, là, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi c'est si difficile de faire du crossplay. Puis là, ma question pour vous... Je peux te l'expliquer. Ok, non, mais attends. Mais juste avant, en J'aime ça préambule... comme réponse, déjà. Juste en préambule à ma question, est-ce que c'est de votre côté que ça joue ou c'est du côté des consoles et des ports qui veulent pas communiquer entre eux? C'est qui? C'est qui qui s'occupe de ça? T'as quand même une partie de la réponse avec ce que tu as dit à la fin. Une chose qui est
pour sûr, là, nous, notre jeu, c'est un jeu peer-to-peer. Ça veut dire que les deux clients, les deux jeux des deux joueurs se parlent directement entre eux. Ou avec, des fois, il y a un serveur relais qui appelle entre les deux, qui fait juste à faire en sorte que les paquets se rendent à la bonne place, là, que l'information transite bien. Ça, c'est vraiment plus rare quand tu as cette architecture-là que tu vas voir un jeu crossplay, là, parce que justement, les canaux qui sont offerts pour que les deux jeux communiquent entre eux passent souvent par ce que la console offre comme cadeau de communication. Puis Nintendo va pas offrir un canal pour parler à une PlayStation. Tu sais, c'est son compétiteur. Fait que c'est pas productif pour eux. Fait que souvent, les jeux, premièrement, si tu veux avoir du crossplay, ça va être des jeux où est-ce que tu as un serveur dédié. T'es pas en peer-to-peer, c'est que tu gères. C'est comme un autre programme que tu fais qui est comme pas ton parallèle jeu, au jeu, là, ouais. Parallèle au jeu que tu vas héberger sur un serveur, qu'il faut qu'il soit capable de scaler en fonction du nombre de joueurs que tu as, qui peut servir entre autres à. Tu sais, nous, en ce moment, notre jeu, le matchmaking, ce qui fait en sorte que tu peux faire joindre deux joueurs ensemble. On fait juste utiliser les listes d'amis de ta console ou Steam. Tu envoies un friend invite. Fait que c'est tous des trucs que chaque console a comme concept puis qu'on peut utiliser pour te mettre en connexion. Si tu as un serveur dédié, là, je peux faire de la découverte de joueurs, par exemple, voir qui est en ligne, même si c'est pas mon ami, rejoindre du matchmaking, dans le fond, là, au besoin. Exact, c'est ça. Puis du moment que tu as un serveur dédié, si tu peux interfacer ton serveur avec les canaux de chacune des consoles, puis toi-même faire le pont, l'intermédiaire entre ces canaux-là, par exemple, pour recevoir l'information de quelqu'un qui te parle d'une Switch, puis après ça, l'envoyer à quelqu'un qui te parle sur Steam, ça prend un intermédiaire. En peer-to-peer, tu verras pas ça, ou extrêmement rarement. Là. Puis c'est ça, architecturellement, ça dépend aussi qu'est-ce que tu as choisi, parce que c'est quand même un gros projet. C'est quasiment si tu faisais comme un deuxième jeu à côté qui est ton serveur, qui est une autre app qui est toute autant de complexité que ton jeu pour gérer, mettre les joueurs ensemble et tout ça. Puis, sinon, il y a des services comme Epic Game Services, je sais que Unity, UGS, Unity Game Services, offre des solutions pour justement faciliter l'hébergement, la création de ces serveurs-là, puis pouvoir mettre en connexion des joueurs sur plusieurs plateformes différentes. C'est ça. Nous, en tout cas, dans notre cas, le choix architectural d'être peer-to-peer, c'est ça qui limite la possibilité du crossplay. Mais ça a aussi l'avantage que souvent les jeux qui ont un serveur dédié, c'est un jeu qui a une date d'expiration, dans le sens que au moment qu'il perd sa communauté, les serveurs se font scale down jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça coûte trop cher à rouler, parce que ça a un coût, garder des serveurs actifs. Puis les serveurs sont fermés après 5 à 10 ans d'âge que le jeu roule. Fait que il y en a qui trouvent ça plus. En tout cas, nous, on a trouvé ça plus sexy, que notre jeu n'ait pas besoin d'infrastructures qui roulent, en tout cas pour le type de jeu qu'on faisait. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y en a pas tant que ça des jeux crossplay. Parce que d'un, c'est un défi technique, puis de deux, ça entraîne des coûts quand même importants. Je tiens à dire un grand merci parce que c'est très clair et ça répond à des questions que j'ai jamais eu de réponse claire depuis trop longtemps. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir posé cette question-là. Voilà. Peut-être une question peut-être technique ou en tout cas qui ne prendra pas nécessairement de temps à répondre, mais en tant que tech lead, c'est toi qui t'occupes de tous ces savoirs-là ou vous avez un architecte qui regarde ça? Ou... Moi, je m'occupe vraiment, oui, de tout ce qui est l'infra, quand on a des besoins d'infra, je fais beaucoup ça, la veille technologique à l'interne de FICA, tout ce qui est introduire des nouvelles technos, qu'est-ce qui va nous simplifier la vie, résoudre nos problèmes dans le développement. Fait que, ça tombe dans mon champ de compétences. C'est pour ça que c'est aussi bien expliqué, ça se comprend. Ouais, c'est ça. Quand que vous avez développé... Là, vos jeux, comment vous fonctionnez à l'interne au niveau de la production puis des échéanciers, est-ce que vous avez dû revoir votre façon de fonctionner en fonction des étapes de développement ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez évolué en tant qu'entreprise en développant le jeu ou est-ce que ça a toujours bien fonctionné puis c'était clair dans votre tête comment ça allait
La réponse va toujours être. C'est rarement de quoi de clair. Là. Tout est itératif. Là. Ouais, c'est Autant ça. notre apprentissage sur le online que sur. On parlait tantôt du travail sur les boss, mais même toutes les mécaniques de jeu, c'est beaucoup. On essaie des trucs, puis on regarde si ça marche. Mais la gestion de projet, c'est la même chose. On se fait un plan. On a un game design, on se fait un plan de voici c'est quoi notre projet. On sait qu'il va y avoir, mettons, 4 levels. Chacun va finir avec un boss, mais on n'a pas nécessairement dès le début 100% de toutes les mécaniques de jeu qui sont pensées, tous les personnages, tout le contenu. Fait qu'en cours de route, on le remplit. Puis là, on se rend compte en développement que des choses prennent plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc, si ça prend plus de temps, c'est où qu'on coupe? Est-ce qu'on voulait qu'il y ait 8 ennemis dans 8 types d'ennemis différents dans chaque secteur? Ben, peut-être qu'on va diminuer à 6 ennemis différents ou on va réutiliser des variantes des mêmes ennemis, mais on va les rendre, OK, on va faire des versions plus tough et plus faciles, mais on réutilise les mêmes patterns d'intelligence artificielle pour pas en avoir à en faire plus. Fait qu'on on a comme plein de micro-décisions qu'on doit prendre tout le long de la production pour arriver à suivre un échéancier avec une idée. Quand Antoine, tu dis on coupe, là, je dirais que au début d'une production, on a beaucoup de liberté. On peut vraiment modifier, par exemple, ça va être un jeu qui va sortir en 2 ans, dans 3 ans. Du moment que l'éditeur rentre en jeu, puis là, il y a de l'argent qui est brassé, puis il y a des attentes, on peut tout le temps négocier, avoir un peu de la marge de manœuvre parce qu'on s'entend dans le fond dès le début à des milestones. Essentiellement, Ouais. on divise le développement, puis on sait qu'à tel moment, on veut avoir tel feature pour que l'échéancier soit suivi. Mais l'échéancier est quand même très malléable du moment que c'est bien justifié et que ça amène de la valeur aux yeux de nos joueurs, de l'éditeur, puis de nous pour notre projet. Mais plus qu'on avance, l'éditeur, souvent, c'est un investisseur, mais c'est aussi la personne qui va s'occuper de tout le marketing, nous présenter notre jeu dans des la Gamescom, etc. Puis plus qu'on avance proche de la sortie, plus que le calendrier marketing il devient béton, puis plus que c'est dur de déroger. Une fois que ton jeu est commis à une date, t'annonces ton premier trailer, par exemple, je sais pas, Fool, ça existe. Encore pas pire, si on dit juste un Q1 telle année qu'on sort, mais après ça, quand on dit ça sort telle date, ça sort telle date. Là. Les joueurs n'aiment pas ça normalement. Non, Une clairement. date de plus qu'on avance, plus que là, il faut absolument respecter l'échéancier, puis c'est là qu'on arrive à faire des compromis s'il y a des imprévus. Il y a aussi de quoi je trouve vraiment intéressant par rapport à ça. Puis surtout, nous, on est sur, je sais pas faux, c'est le premier jeu de notre studio. Donc, on n'a pas encore. J'essaie de formuler ça d'une façon que, mettons qu'on décide avec l'éditeur, le jeu sort telle date, puis finalement, on pense que le jeu mériterait d'avoir 3-4 ans de plus de développement. J'ai dit 3-4 ans, 3-4 mois, mais on va y aller de quoi un petit peu plus réaliste. 3-4 ans, c'est quand même doubler le temps de développement. Il faut le recommencer, il faut qu'on le recommence. Exactement. Il y a des studios qui se permettent de le faire. On a vu récemment, ça fait déjà 2 ans, là, mais Metroid Prime 4 qu'ils ont annulé. Oui. À un moment donné, ils ont dit on recommence, ça marche pas. Mais je pense que dans un cas où mettons, c'est Nintendo ont tendance aussi à délayer Zelda. On espère qu'ils ne vont pas délayer le prochain. Parce qu'on approche quand même de cette date-là. Mais c'est ça, on dirait que Nintendo, mettons, ils sortent un Zelda, puis on dirait qu'ils n'ont pas vraiment le droit de se planter avec un Zelda qui sort. Fait que si le jeu n'est pas assez bon, financièrement, pour Nintendo, ils veulent pas avoir les mauvaises critiques puis tout ce qui va arriver. Le jeu ne doit pas être rushé pour sortir à telle date pour finalement se faire ramasser par les joueurs puis la critique. Ils doivent sortir un bon Zelda. Il y a comme un historique de bons jeux qui est fait. Fait que ça va faire une décision qui fait beaucoup de sens pour Nintendo s'ils sentent que le jeu n'est pas prêt, comme peut-être ce qui est arrivé avec Metroid Prime 4, que on recommence. On ne peut pas sortir un prochain Metroid Prime qui va être la suite à tout ce qu'il y a eu dans le passé, qui va avoir la qualité qu'il y avait peut-être en ce moment à l'interne ou que finalement, ce n'était pas la bonne direction. Ils se posent ces questions-là beaucoup. Nous, admettons, sur notre taille de projet, on parlait tantôt d'un quand même un gros montant d'argent, mais ça reste considéré un petit projet de jeu. À un moment donné, la décision que si on repousse de 3-4 mois, ça veut aussi dire qu'on a besoin de 3-4 mois de plus d'investissement de leur côté. Eux, ils ont communiqué des trucs, ils ont aussi des employés à l'interne. Fait que c'est beaucoup de questionnements qui se fait chez le publisher de si on repousse le jeu de 3-4 mois, est-ce que c'est rentable ou non? Puis ça, c'est au final, on fait des jeux, on est passionné de ça, mais ça reste, c'est ça l'important. Ça reste une business.
C'est ça, si le jeu ne vend pas, tu ne peux pas continuer à faire des jeux vidéo. Fait que c'est de leur bord, c'est aussi ça qui arrive. Puis on peut pas. Je pense que des fois, c'est difficile de justifier comme ben, que le jeu on va vraiment. On ajoute 3-4 mois, puis on va vraiment vendre plus de copies si on dépense plus d'argent dedans. Fait que on va dire pour un indie versus peut-être pour un indie qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus grand, mettons un Super Giant qui sort à DICE, puis là, qui ont annoncé au dernier. Qui avait annoncé à DICE 2 au Game Awards en décembre dernier. Ben, si Hades 2 n'est pas prêt, je pense que la décision de le délier de leur bord va être plus facile que nous, la négociation, mettons, qu'on doit faire avec un éditeur pour le faire. Fait que, Ouais, parce que j'imagine aussi qu'il y a déjà une attente qui est faite pour ce jeu-là. ouais. C'est parce que Hades, le premier, ben, il y a déjà comme un volume de joueurs qui attendent le 2, puis ils peuvent plus se le permettre. Mais Ouais. ouais. Fait qu'au final, on parlait tout ça par rapport à bouger les dates. Ben, plus on est proche de la sortie, plus c'est difficile de devoir pouvoir changer les dates puis changer, mettons, le contenu du jeu. Fait que c'est là qu'on doit prendre justement les décisions les plus éclairées qui font le plus de sens pour que le jeu soit plaisant puis qu'on arrive dans les délais qu'on a communiqués aux joueurs et qu'on s'est entendu avec notre éditeur. Là. Ça, les contrats d'édition, mettons avec Team 17, puis j'imagine avec les autres, c'est pareil aussi. Est-ce que c'est des Ouais. contrats faits pour un lot de jeux ou c'est un contrat par jeu? Je pense que ça, en général, ça va être par jeu. Ok. Fait que c'est ça, je pense, le modèle. Mais je pense pas qu'il y a nécessairement un grand standard là-dedans. Ça doit Ok. dépendre de plein d'éditeurs. Si par exemple, on va dire que Shape of Fools était déjà un brand bien connu, puis qu'il y aurait peut-être une manière de signer un deal, on va dire, on fait Une pendant les trilogie. 10 prochaines années, ouais, Shape of Fools 2, après va venir le 3, puis tout ça. Par contre, quand c'est un nouveau jeu, un nouvel IP, un nouveau brand qui arrive, je pense que ça doit être assez rare qu'on signe pour plusieurs jeux. On attend de voir si la franchise fait du succès ou non. Là. Fait que, ben, en général, un jeu. Souvent, c'est ça, ils vont mettre une clause de regard pour les prochains de la même franchise. Dans le fond, se donner la possibilité d'offrir, de mettre une offre pour si on poursuit la franchise. Mais c'est ça, après ça, c'est toujours libre ou non d'aller avec eux ou pas. Cool. Parlant de ça. Vas-y. Non, mais je peux. Vas-y, tu sais, je te Non, laisse. vas-y. Non, Je sais que tu on t'en s'en vas va pas à la aussi. même place. Ah, quand ça va pas à la même place. Parlant de... Ok, c'est bon. Parlant de ça, est-ce que je sais pas full est terminé? Y a-tu des surprises qui s'en viennent? Si vous pouvez en parler, des DLC, peut-être, des choses dans le genre? On rentre dans une zone grise où en ce moment la réponse c'est on ne peut pas en parler. Ok. Ben, c'est Par contre, on écoute beaucoup la communauté, les reviews, on regarde ça. Ok. On va pouvoir en parler prochainement. Peut-être. Cool. Oh. J'aime ça. C'est bon. Fait qu'on que est obligé de rester mystérieux. Ouais. L'exclusivité, c'est que vous allez en parler prochainement. C'est bon. Ben, gars, J'adore on a de quoi. Moi, ça fait mon affaire. Là. Voilà, C'est une voilà, information c'est qui est compris. pertinente. Parfait, merci. Ah, mais blague à part, content de l'entendre, honnêtement, parce que c'est un jeu, je pense, qui a été très bien reçu. Ben, parlant de réception, j'ai envie, ça va être mon segue, de l'intérieur, tu sais, de votre point de vue. Comment a été la réception de Je sais pas Fools? Est-ce que ça vous a amené, je sais pas, là, à aller à certaines places ou whatever? Comment vous percevez la réception du jeu? À date, on est extrêmement content de la réception du jeu, là, surtout. On sort un jeu, on travaille là-dessus pendant plusieurs années. On forme une équipe, on forme un studio, une entreprise justement pour développer ça. Puis on est dans le feu de l'action tout le long. Là, on développe, on fait des mécaniques, on se pose des questions. Le monde va-tu aimer ça? C'est-tu assez tough? C'est trop facile? Peu importe tout ce qui arrive en cours de route. Puis après ça, ce jeu-là, il sort. Puis là, les gens peuvent acheter ça. Là. Déjà là, gros succès. On est super fiers juste le fait de comme notre jeu en ce moment, des gens peuvent acheter ce qu'on a fait pendant les 3 dernières années sur Steam. Puis après ça, ben, on en a vendu pas mal à date. Là. Je pense que ce chiffre-là n'est pas un secret. Là. On en a vendu plus que 100 000 en ce moment, les Shape of Fools. Fait que là, quand on se met un peu en arrière puis on pense à ça, on est comme, OK, là, il y a 100 000 personnes sur la planète qui l'ont acheté. C'est fou. Puis ça vient de partout dans le monde. Là. C'est pas juste... c'est pas juste des amis et de la famille là, qui ont acheté le produit. Là. On a des ventes qui se font dans tous les pays. On en a énormément qui se font en Asie, en Chine. Là. C'est presque 50% des unités qu'on a écoulées qui sont en Chine. On capote. Là.
Fait qu'au final, pour répondre à la question, oui, on est content. Ben, Puis, c'est quand même c'est ça. rentable, là. Puis c'est un budget de 1 million, vous en vendez, tu sais, c'est quoi, c'est à peu près un 2,3, 2,4 millions de recettes en tout et partout, là? Je parle... Ça fait un peu moins que ça, parce qu'après ça, il y a tout le monde qui vient chercher son morceau. Comme là, Ouais, non, quand mais tu c'est vends ça, sur- je parle tout le monde confondu ensemble, pas nécessairement vous. Ouais. Non, ça pas vous, c'est juste, je calcule rapidement le prix du jeu versus 100 000 copies, et là j'ai mon résultat. ouais. Là. Il manque Ouais. clairement des éléments dans l'équation. Là, Non, mais tu sais, pas pour vous nécessairement, mais tu sais, grosso modo, le jeu ramener ça en tout et partout. Ouais. Ah, mais Puis, ça, c'est cool. parlant de réception, justement, j'ai cru voir entre les branches, mettons, que vous avez quand même gagné. Ben, ça a été mentionné tantôt, notamment le Megamix. Megamix. Megamix, pardon. Exact. Mais c'est quoi, disons, les awards ou les reconnaissances, les prix que vous avez eu, mettons, par rapport à Shape of Fools ou, On a eu un prix pour le meilleur game design de jeu. En fait, c'était pour l'année passée. En fait, c'est les jeux de l'année 2022. On a eu meilleur audio, je pense, c'est ça, meilleure bande sonore audio. Ouais. Puis on a eu meilleure direction artistique. Il y a 3 Ça- prix qui soulignent en fait les 3 des aspects qu'on est le plus fiers de notre jeu. Fait que, Ah, c'est cool, ça. ça a été bien reçu par l'équipe. On était bien contents. clairement. Puis- Les trois, c'est au Megamix. C'est Ouais. Ouais, c'est ça. cool. Puis pour les gens qui connaissent pas ça, le Megamix, c'est comme un simili E3 qu'on a ici au Québec. Là. Je vais le définir comme ça. Très cool. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, là, à 2-3 reprises. Beaucoup aimé mon expérience. Mais félicitations, c'est vraiment nice. Question qu'on a ici. Est-ce que vous aviez un nombre de copies? C'est, mettons, un chiffre qui vous disait pour être rentable, faut que vous ayez vendu tant... Pas vous, mais il faut qu'il y ait tant de nombre de copies qui soient vendues. Oui, on a un chiffre, mais c'est un à peu près là, dans ce chiffre-là. Parce que ça dépend. Est-ce que tu vends ton jeu quand il est en rabais, pas en rabais? Tout dépendant sur quelle plateforme le jeu est vendu, le pourcentage que, mettons, que Nintendo, Le Steam pays. se ramasse n'est pas nécessairement le même. Puis dans le pays, c'est ça. Comme on parlait, on a beaucoup de nos ventes qui sont faites en Chine, mais le jeu n'est pas vendu au même prix en Chine. On ne fait pas juste une conversion d'un montant, mettons, en US ou en canadien, puis on le met partout. Les prix des jeux sont très localisés en fonction on va dire, du revenu moyen que les joueurs, les consommateurs ont en fonction des pays. Donc, un exemple, vendre une copie en Chine rapporte moins qu'une copie vendue en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas avec un chiffre magique, mais c'est ça. Ça va quand même bien en ce moment. C'est Target. Ça Ouais. va dans la bonne Ok, direction. fait que c'est bon. Ben, ok. Ben, ça répond à la question. Merci beaucoup. Il y a une petite question dans le chat, puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même à savoir. Encore une fois, ça se peut que vous n'ayez pas le droit de le dire, là, ou peu importe, là, mais est-ce qu'il y a des copies physiques qui sont prévues? Mettons un Collector's Edition, quelque chose? On peut pas. Je veux dire, en ce moment, il n'y a rien de confirmé. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Par contre, c'est le genre de truc qui nous intéresse à faire. Là, on aimerait ça faire une copie physique. Fait que ça, c'est des discussions qu'on a en ce moment avec nos éditeurs selon la réception du jeu, les fournisseurs qui peuvent faire ça, parce qu'il y a différents. Encore une fois, il faut que tu magasines justement le distributeur de copies physiques. Qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans? Fait que c'est pas. On n'a pas encore de confirmation officielle, mais c'est de quoi qui pourrait être vraiment cool avec Shape of Fools. Je vais me permettre de faire une demande spéciale. Si jamais vous faites des copies physiques, s'il vous plaît, faites un petit livret comme dans le temps. Un petit livret, 4-5 pages comme dans le temps. C'était le fun, ça, dans les cassettes de 64. Remettez des livrets dans les copies physiques. C'est noté. Poussez ça. Un petit, juste un petit livret, là, où souvent ils font des petits sketchbooks, là, aux affaires de même d'un collector. Un petit goodies, là, on aime ça. Yes. Mais si jamais il y a une copie physique, sachez que moi, je suis un des plus grands fans des Collector's Edition, les Limited Run and name it. Là. Fait que je vais être preneur. Fait que... S'il y en a une, on vous tient au courant. C'est yes, ça. génial. Parfait. Ça fait ma soirée, merci. J'en profite pour dire qu'il est maintenant, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Normalement, on a la bonne habitude de demander si pause pipi ou autre est nécessaire. Je sais pas pour vous. Tout est Ça beau.
Tout est beau pour Ouais. tout le monde? Bon, on peut continuer. Parfait, c'est tout. Jusqu'à Parenthèse date, ça fermée. va bien. La glace est cassée. Il n'y a pas de malaise, je pense. Ça va. Non, mais là, on va le dire, là, on a dû recommencer le début tantôt par ma faute, mais sinon, je pense que ça paraîtra pas trop dans le montage. Fait que c'est pas si C'est pire. ça. Ça va être coupé au montage. On est correct. Y a-tu C'est des. excellent. Est-ce que entre les studios québécois ou ailleurs, y a-tu des collaborations qui se font des fois sur les jeux, puis y en a-tu qui vous intéresseraient? Qu'est-ce qu'on veut dire par collaboration? Plusieurs studios qui travaillent sur le même jeu ou Ouais, qu'on partage les franchises, dans le sens un exactement. personnage d'un jeu se ramasse dans un autre. Tu sais, je sais pas, je m'imagine, vous voyez dans les flambeaux, vous parlez à un autre développeur indépendant, puis tout d'un coup, vous avez comme un peu la même idée de jeu. Hey, on développe tout ça ensemble. Tu sais, mettons, si vous voulez faire de quoi de plus gros, avoir une plus grosse Ouais. équipe sans prendre le risque d'engager des gens, mettons. Ça se fait, ça, clair. Je veux dire, pour faire comme 100% un jeu, on dit on le développe ensemble, on a une idée qui est similaire. Je l'ai rarement vu, mais je pense que ça se fait. Mais il y a énormément de partage quand même. Des fois, OK, il y a un studio qui a pris une expertise en porting parce qu'ils ont toutes fait les conversions vers la Switch, la Xbox, puis la PlayStation. Ça va arriver qu'un autre studio fait hey, moi aussi, j'aimerais ça les porter. Est-ce qu'on peut se parler? Puis des fois, on va dire les gens changent de business, mais pas parce que l'employé a juste quitté pour aller à l'autre place, mais c'est comme on vous prête quelqu'un pour vous aider à faire ça. Vous manquez d'animation, on peut aller chercher quelqu'un. Fait que il y a quand même de l'entraide là, qui se fait à ce niveau-là. Là, donc Non, oui. des fois aussi au niveau de la vente, là, des fois, tu sais, nos éditeurs font une grosse partie de nous mettre dans des sales par publisher, mettons, ou pour un événement X, mais des fois, les développeurs peuvent s'associer pour on se fait un bundle de jeux co-op, puis on vend ça à tel prix, mettons. Ça aussi, c'est des choses Ok, qui se voient. fait que vous avez quand même une main mise sur comment vous voulez gérer les ventes, là. Ouais. C'est pas Team 17 qui s'occupe de tout ça, là. Ok, tu sais, je savais pas, je pensais que les Non, publishers géraient tout ça vraiment de leur côté. Ben, ils gèrent tout ça, mais si on arrive avec des propositions, on a des canaux de communication qui sont ouverts avec leurs équipes de vente, leurs équipes de marketing. Là, même le côté marketing, on se parle à toutes les semaines. Là, donc, il y a vraiment un alignement qui se fait entre notre équipe et la leur. Fait que c'est pas juste ils nous dire c'est de même qu'on vend le jeu, il va être vendu à ce prix-là, puis vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Tout le long du développement, on avait notre mot à dire sur comment ça allait se passer pour le marketing, les trailers, prix de vente. Ok. Et si on arrive avec des idées on parlait tantôt de Collector Edition, si on tient à ce qu'on fasse un livret dans Collector Edition, ben il va avoir un livret dans Collector Edition. C'est une question de on se parle. À moi qui nous dit ça coûte ben trop cher faire un livret là-dedans, puis ça marchera pas, mais en même temps, c'est une collector. Fait que bref. Ouais. Bien Non, mais souvent, même dans la copie originale, là, un petit livret, ça Ouais. devrait être un standard. Ouais. Ça devrait revenir, ça. Fait Ouais, mais qu'au le final, papier, il y a de la tu sais, discussion. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le cas, puis encore une fois, là, nommez pas nécessairement de nom, là, mais est-ce que c'est le cas pour tous les éditeurs publishers qu'il y a autant de communication ou c'est vraiment pratique généralisée? Pour ce que vous savez, là, maintenant. Pour ce qu'on sait, c'est pas la même chose partout. Fait Ouais. que c'est ça. OK. Ça dépend aussi, comme je disais tantôt, le niveau, quel point il est hands-on, ton éditeur, Ouais, c'est quel ça, point ouais, il est ouais. juste un investisseur qui amène de l'argent, est-ce qu'il va faire ton marketing? Tu sais, s'il ne fait pas ton marketing, il a peut-être moins besoin d'être impliqué et de parler au day-to-day. Fait que ça dépend vraiment quel genre de deal d'édition tu as eu. Là. Je comprends. Good. Je veux Ouais, juste vas-y. rappeler aussi, parce qu'on se rappelle quand on est en direct et qu'il y a un chat. Je veux juste rappeler dans le chat si vous avez des questions. Je sais qu'il y en a une couple qu'on a pris en note depuis le début. Mais si on ne les a pas posées, c'est qu'on va les garder pour la fin. On va faire surtout plus une question officiellement Q&A avec des questions du chat. Fait que gênez-vous pas, posez-les. On se rapproche tranquillement pas vite de ce Q&A-là, veux pas. Fait que le chat, laissez-vous aller. Évidemment, si on trouve que c'est des questions niaiseuses, on ne le posera pas nécessairement. Mais notre chat à est date, tellement on n'en a discipliné que. Non, c'est ça, À à date, ça va date, on bien. À n'en date, ça a va bien. pas. Fait que voilà, c'était tout. C'est mon petit commentaire de gestion de chat. Sinon, de votre côté, là, est-ce que vous avez des prévisions de grossir en 2023? Est-ce que vous êtes présentement peut-être déjà là à la recherche de nouvelles candidatures? Y a-t-il déjà là, des actions posées en ce sens-là?
Ça a commencé un peu là, avec déjà début de l'année, 2 embauches. T'avais recruté officiellement notre compositeur qui travaillait à Pige Ouais, c'est ça. sur chez Pas Fools. On a recruté une office manager, mais oui, on a des plans de grossir. On essaie de grossir aussi à mesure qu'on est capable d'en prendre, parce qu'il faut les former, les nouveaux, puis on n'est pas Ah dans oui, il y a le un boarding à faire, puis il y a quand même, c'est des efforts. C'est ça, fait qu'on essaie d'être stratégique là-dedans, là, mais au courant de la prochaine production, là, on est un peu comme en fin de production, début de production. On n'est pas encore dans la full production, Ça, mais c'est au votre courant de jeu, la vous pouvez pas prochaine, parler, là. c'est Exactement. ça. Avant qu'on soit dans le gros de la production, c'est pas impossible qu'on grossisse. Ça a été dans nos talks. Ah, ben c'est des Les bonnes besoins nouvelles, aussi ça. de la production vont Ouais, c'est ça. s'éclairer quand elle va être plus avancée. Fait qu'on va savoir de qu'est-ce qu'on manque. Fait qu'il y a des plans de faire des embauches, c'est certain. Fait qu'on va grossir un peu. On va pas grossir énormément, là. Fait que c'est ça. Puis ça va y aller dès qu'on sent qu'on a le besoin. Là. En ce moment, à l'équipe qu'on est, on est capable de faire un bon bout de chemin. C'est une période qu'on appelle une pré-production. Donc, c'est là qu'on fait beaucoup les concepts initiaux, concept art, game design. On écrit l'histoire, des trucs comme ça pour un jeu. Puis on pitch aussi ce projet-là à des peut-être publishers, investisseurs. On est en train de regarder comme c'est quoi le modèle pour justement financer toute cette production-là. Fait qu'une fois que toutes ces questions-là sont précisées, là après ça, c'est le moment où on va peut-être faire quelques embauches. Ok. Bah, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Au moins, vous prévoyez grossir. Oui, c'est ça. C'est positif, tout ça, là. Ouais. Mine de rien. Ouais. Cool. Puis, j'avais une autre question, mais là, je l'ai. Attends, je vais retourner voir dans mes notes parce que, oui, on prend des notes, ça nous arrive. Non, on est à nos affaires, là, ça paraît peut-être pas, là, mais Ah ouais, non, il y a quelque chose, Là, je sais que ça tourne en rond, mais on dirait que je veux une réponse sans avoir de réponse. Je veux pas savoir sur quel jeu vous travaillez. Mais mettons, non, mais pour vrai, je veux pas faire de point. C'est juste que moi, ma question, je veux mieux vous connaître. Tu sais, je veux mieux te connaître toi, Marc-Antoine, et toi aussi, Antoine. Ok. C'est quoi votre dream game personnel, admettons à vous, là? Fait que ça même pas besoin d'être le jeu sur lequel vous travaillez. C'est ça. Votre dream C'est game pas à vous. relié. Non, c'est ok, ça. C'est aucunement relié à votre prochain jeu. C'est ça, je veux pas vous faire une point. Genre, là, si c'est pas ça ce le l'est, but. dites-le pas. Ouais. Ok, c'est Non, bon? c'est bon. Et c'est bon. dites-nous de menterie. Non, mais si ce l'est, dites-le pas, mais c'est quoi votre dream game? Tu sais, personnellement, C'est là, ça. mettons, tu sais, votre dream game à vous, personnel, là. Ben, j'ai pas un dream game, mais je suis un grand fan de tactical RPG, des jeux Ouais. comme les Triangle Strategy, les Fire Emblem, Ok. les Final Fantasy Tactics, ces jeux-là. Là. Fait que c'est sûr que moi, être capable d'en réaliser un jour, ça serait ça le goal. Là. Très hot. Ok, ben, Moi, de mon côté, j'adore énormément de styles de jeux différents. Fait que c'est pas un dream game. C'est comme, on me demande quel jeu j'aimerais ça qui existe. Je dirais la suite à Conquer Bad Fur Day. Ça arrivera pas. Ouh. Non, mais. Parce que ça va être trop risqué. Puis, anyway, ça serait pas nous autres qui feraient ça, la suite à Conquer. Mais ça montre que. Je sais pas comment dire ça. Pour être Dream Game, en ce moment, mon prochain Dream Game, encore une fois, c'est le prochain Zelda Ok. qui s'en vient. Fait que ça, j'ai hâte de jouer à ça. Fait que soit un Zelda-like ou un platformer un peu trash, là. Peut-être. C'est. Hey, Conquer, Ça là, serait à quoi j'ai envie de jouer, puis après ça, ben, c'est aussi de l'inspiration. Je veux dire, il y a de l'inspiration de Zelda dans Shape of Fool. Ça paraît pas, mais on en prend un peu partout, puis on crée finalement ce qu'on feel qui va être le fun à jouer. Là. c'est drôle que tu parles de Conquer parce que c'est un jeu que je voulais faire récemment. Moi, c'est un jeu Ouais, que j'ai c'est vrai. adoré quand j'étais jeune. Je me demande si ça a bien vieilli, les jokes. Tu sais, il y a des bouts que je me rappelle plus. Moi, je me rappelle juste quand j'étais au magasin avec mon père. Mon père, aucune idée de ce qu'il m'achète. Moi, aucune idée de ce que j'achète. Je trouvais la pochette cool, tu sais. Puis je vais toujours me rappeler, la madame, monsieur, vous êtes sûr que vous l'achetez ça à votre enfant? Mon père avait comme, oui. Le développement de Conquer, c'en a un qui serait intéressant à parler éventuellement. Là. Il y a comme eu un shift aussi dans le développement. Là. Fait que, non, Ouais, c'était supposé être cute au début. Là. C'était pas supposé. Exact. Puis moi, en tout cas, moi, c'est un de mes jeux préférés loin, de tous les temps. Ouais, non, mais tu sais, c'est une discussion. C'est excellent. Le bout de la matrice, là, puis en tout cas. Avec tous les sujets, de la façon que c'est abordé dans Conquer, je pense.
pense que si ça sortirait, ça sortirait, voyons, pas les Ça cinémas que j'irais, sortait. si ça sortait tel quel aujourd'hui en 2023, je pense pas que ça serait bien reçu. Je pense qu'il Il y faut C'est aurait une ça, couple hein? d'affaires ça, qui feraient ça- graisser certaines personnes. ça prend un gros avertissement en avant là, de ce Ah jeu ouais. Ouais. date d'une autre époque. Ben, ils ont maintenant quand Certainement. même quasiment 20 ans de nouveaux films qui peuvent. C'est Parce que vrai. chaque chapitre dans Bad Fur Day, c'est inspiré d'un film Ouais. ou Ouais. de. Tu sais, t'as des références à Matrice, t'as des références à Faut sauver le soldat Ryan. Faut, Ouais. Alien, ouais, il y en a plein, là. Ouais, mais c'est ça, Alien, tu sais, ben oui. ils ont 20 ans de nouveaux stuff, s'ils veulent en refaire un. Ça serait pas pire. Ouais, Mais c'est. mis à part, c'est ça, l'humour, les jokes, tout ça qu'il y avait dans Conquer, je pense juste le concept que tout est pris d'inspiration, ils essaient de recréer des scènes de Ouais. films, mais c'est des écureuils qui font ça, puis que c'est un peu trash. C'est vraiment cool. Là. Le multi était vraiment cool. Il était Il y avait le insane, mode de multi jeu style Conquer. débarquement de Normandie, là, avec les Ouais, Teddy ouais. qui tiraient. Beach. Ouais, Beach, exactement, Exact. mais avec les. Vive la France quand tu gagnais. En tout Ah cas, ouais, c'était. c'est ça. Oh, Denise! Ah oui! Mais Hey, ça en online, ça serait malade, là. en Ah tout cas. ouais. C'était. Non, puis tu sais, je veux dire, je pense que ça. En tout cas, tu sais, oui, il y a des jokes, je pense, qui passeraient vraiment moins bien, mais ils ont quand même release le Rare Replay. Reloaded? Ouais, c'est Ah, ça. non, non, le le Rare Replay, bundle, excuse. ouais, le Rare Replay. J'ai toujours la misère à dire ce mot-là. Mais voilà, c'est petit. Mais c'est vrai que c'est ça. Faudrait pas que ça sorte aujourd'hui, je pense. Très bon jeu, fait que petite parenthèse sur Conquer Bad Fur Day, excellent. Shout out à Conquer. S'il y a des développeurs dans le chat, écoute, laissez-nous le savoir. Des développeurs de Conquer. Oui. Bon, je regarde ma petite Cool. liste de questions si j'avais d'autres. Ben, Ouais, j'allais vas-y. dire, est-ce que. Je pense qu'on se rapproche vraiment de la période plus QA. Ouais. Je pense qu'il y a 2-3 questions là, du chat qu'on a pris en note qui n'ont pas été posées. Fait qu'on pourrait peut-être aller là-dessus. Ouais, mais moi j'en ai. Ben vas-y, ce que t'as, ce que t'as, là. Ouais, ok, ben une question plus, encore une fois, pour le processus d'embauche, je dirais, ou comment joindre l'industrie. Donc, ça a été posé dans le chat tantôt. Est-ce qu'il y a comme une organisation pour le recrutement ou c'est vraiment plus comme le monde applique directement au studio? Il y a plein de canaux. Il y a des gens qui appliquent directement. En tout cas, pour nous, en tout cas. Mhm. Sinon, les studios vont recruter des fois qui veulent des juniors. Ils vont faire affaire avec les services de stage des universités ou des cégeps. Il y a des groupes Facebook aussi. Là. Il y a Game Dev, La Capitale. Je pense qu'il y a des gens qui, quand tu es un professionnel, qui vont s'afficher là-dessus. Fait que les studios qui cherchent aussi. Il y a plusieurs canaux là, qui peuvent fonctionner. Ou des fois être présent dans les mêmes événements. Ouais, les Mettons, flambeaux. on parlait de Flambeau, on parlait de Megamix, d'avoir une discussion. Puis des fois, on n'est pas nécessairement en période de recrutement, mais on va dire c'est très décentralisé tout ça. Là. Comme on a des CV qui rentrent dans la boîte de mail. C'est juste, ça dépend toujours de nos besoins, nous, actuels. Fait que des fois, il peut y avoir des super bonnes candidatures, mais si on n'est pas prêt à faire une embauche, ben, c'est ça. Mais au final, il y a plein de façons là, de trouver un emploi. Ouais. Dans le domaine. Puis il y en a pour tous les types de personnes, là, ou tous les types de Ouais, compétences. Je pense que exactement. c'est rendu assez large, là, je crois. Là. Fait que, tu sais, mettons, autant de personnes en chargé de projet peut sûrement avoir une place là-dedans qu'en design graphique ou Ouais. Je connais en du monde qui artiste. ont étudié, j'ai quelqu'un qui a étudié en histoire puis a une job dans le jeu vidéo. Tu sais, Ben, c'est ça. c'est large. Ah, mais c'est hot, ça, en plus. C'est un Ouais, beau c'est domaine cool. pour ça, là, exactement. Là. Ouais, puis ça prend de l'expansion. Fait que c'est justement plus que ça prend de l'expansion aussi. Tu sais, l'histoire, je pense, le prof d'histoire, en 1995, clairement, il y avait moins sa place que maintenant, j'ai l'impression. En tout cas, ça me fait Ben, Probablement. l'industrie a évolué. Là. Je pense qu'aujourd'hui, Exact, l'industrie c'est du ça. jeu vidéo rapporte plus que l'industrie de la musique et du cinéma en même temps. C'est énorme, là. C'est énorme. Là. Fait que, non, il y a clairement plein de façons de s'investir, ben, de faire sa place dans le domaine du jeu vidéo. C'est cool. Même moi, je garde ça en tête. Une autre question ici. Avez-vous des projets en cours, mais comme un MMO? Est-ce qu'un MMO, c'est le genre de jeu que vous aimeriez faire un jour? Je pense qu'on est une petite équipe pour faire un MMO, puis il faudrait être aussi des grands joueurs de MMO. Je pense pas qu'il y en a beaucoup chez Fika en ce moment. Tu sais, ça va aussi avec la passion de l'équipe. Là. Ben oui. Probablement qu'il y en a une couple qui ont joué, on va dire, à World of Warcraft et quelques autres MMO, mais
On va dire à court terme, ça serait pas dans nos prochains pas qu'on irait faire ça. Là. C'est bon. Moi, je voulais juste poser la question. Mais là, ça m'amène à une deuxième question. Est-ce que vous avez plusieurs projets que vous travaillez en même temps ou vous vous concentrez vraiment sur un projet à la fois? On essaie de se concentrer sur un projet à la fois, mais je veux dire, il y a beaucoup. On est créatif dans l'équipe, fait qu'il y a beaucoup d'idées qui sortent. Fait que des fois, on se pose la question, OK, le prochain projet, c'est-tu exactement ça? Est-ce que peut-être un autre concept vaudrait la peine d'être un peu exploré pour déterminer qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là? Fait qu'on se fait un bon processus créatif, là, même avant que la sortie de Ship of Foes avant qu'on sorte le jeu, on s'était fait une petite retraite stratégique durant l'été dans un chalet, toute l'équipe, pour on brainstorm. On sort des idées. Si on a déjà des concepts qu'on a commencé à penser, on en parle à l'équipe, on les challenge, on se donne du feedback. Fait qu'on s'est comme fait un genre c'est ça, une petite retraite pour déterminer comme vers où qu'on veut aller comme équipe, qu'est-ce qu'on veut aussi plus refaire dans nos projets. Fait que c'est un processus qui se passe un peu comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à jusqu'à temps qu'on arrive avec un prochain projet officiel. C'est cool. Autre question tirée du chat. Euh, ouais, je vais la formuler comme ça. Est-ce que. Ok, je vais y aller directement. Est-ce possible d'être représentant ou ambassadeur FICA Production, mettons, sur les internets? C'est une excellente question. Je vais dire c'est possible. On a un Discord, une communauté Discord pour Je sais pas Fools, puis je pense qu'on en a déjà nos die-hard joueurs là, de Je sais pas Fools, qui ont déjà des bons représentants. Là. Des fois, on n'a même plus besoin de certaines questions qui reviennent souvent dans le Discord. Il y a des gens qui sont tout le temps là pour y répondre, qui savent qu'ils vont citer tel développeur qui a dit quoi il y a tel mois. Ils sont attentifs et qui prennent des notes. Ouais, c'est ça. Puis ils sont prêts à propager la bonne parole. Fait que... On parlait de métier dans le domaine du jeu, puis tu sais, le community management, c'est aussi là, un métier à temps plein là, dans un studio que nous, en ce moment, on n'a pas fait ça. On a gardé, c'est l'éditeur qui se charge un peu plus du community management, mais c'est le genre de rôle qu'on voit que pour grandir en tant que studio, c'est important justement de l'avoir, soit que ça soit un poste à temps plein dans le studio, soit que ça soit des ambassadeurs, on va dire un peu plus officiels, qu'on remarque qu'il y a un bon fit aussi avec notre équipe, avec la façon qu'on parle du produit. Juste pour dire, c'est très large, puis c'est possible. Pour répondre à la question, c'est possible. J'adore ça. Tout est possible, tu sais, je veux dire. J'aimerais, avant qu'on continue les questions, peut-être qu'on peut lancer le giveaway des keys. Vous donnez un 15 minutes pour prendre ceux qui veulent s'enregistrer, continuer à jaser, puis on tire ça dans 15 minutes. On y va avec ça? Parfait. Continuez. Ouais. Je vais organiser ça à l'instant. Parfait. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour les keys. C'est vraiment le fun. Ben, remercier de votre présence, mais aussi les keys. Je pense que moi, c'est un jeu que j'ai adoré. Je suis vraiment content que vous nous offriez cette opportunité-là d'en donner à la communauté. Je sais qu'ils vont triper. Le fait aussi qu'en fasse 2 bundles de 2, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est justement, là, c'est le fun que quelqu'un en gagne un, mais non seulement un, il y en a un deuxième pour jouer avec quelqu'un. Fait que, non, pour vrai, la gang, participez. C'est un très bon jeu. Vous avez même, si vous avez des questions sur le jeu, c'est encore le temps, tu sais. Fait que, participez au tirage, on a un 15 minutes pour le tirage. Moi, j'avais peut-être d'autres questions. Attendez, là, je vais retourner voir mes notes. Dans le développement de Ship of Fools, là, je veux pas utiliser le terme crunch. Là. Je sais que c'est un terme très péjoratif et c'est souvent obligatoire. Mais comment vous avez vécu ça, vous, les moments où c'était comme, OK, le gang, j'imagine que c'est arrivé, peut-être que c'est jamais arrivé, mais j'imagine qu'il y a eu des moments où, regarde, on a un jalon qui s'en vient, là, à Milestone, est-ce que, il faudrait qu'on mette bouchée double là, pendant une semaine ou deux, là. Comment vous avez vécu ça, cette réalité-là, qui est malheureusement, là... Ouais, ben, vas-y, Marc. J'allais dire, on en a vécu des moments un peu clés où il fallait mettre les bouchées doubles, là, parce que c'est sûr, c'est notre premier jeu, fait que niveau planification, des fois, on avait des apprentissages à faire, même à la dure. Fait que c'est arrivé. C'est sûr que nous, on essaie du mieux possible de ne pas faire en sorte nos codes,
d'épuiser notre monde puis que nos conditions de travail deviennent inhumaines. Là. Donc, on a essayé de jongler. Des fois, on donne un plus gros coup, mais après ça, on reprend une semaine de vacances après que le coup est fait. Mais on a toujours poussé à faire en sorte que ça soit sur une base volontaire, premièrement. Jamais forcer personne à dépasser sa semaine de travail. Là. Puis on a toujours travaillé à faire en sorte que ça arrive le moins en moins possible. Puis dans notre prochaine prod, on aspire encore à faire en sorte que ça arrive le moins en moins possible. Des fois, l'affaire avec les crunchs, puis justement, là, c'est un des points, on va dire, un des sujets qui est un peu touché parce que une des raisons pour laquelle on a démarré notre studio, c'est on savait un peu la culture de crunch qu'il y avait dans énormément de studios, puis ça ne nous intéressait pas. Mais on comprend d'une certaine façon que de temps en temps, quand tu as annoncé toutes tes dates puis que le jeu doit sortir, des fois, c'est difficile de faire bouger la machine. Fait on comprend pourquoi, surtout dans des gros studios, que la culture du crunch existe. Malgré nous, on est là pour se battre pour qu'elle ne soit pas là. Fait que, oui, il y a la question de est-ce que c'est base volontaire, mais après ça, c'est aussi, surtout à l'échelle qu'on est, là, c'est une question de discussion, là, dans le sens que on parle de jalon. On a un jalon qui arrive, on a certaine partie du jeu qui doit être livrée. L'éditeur s'attend à recevoir ça. Ben, c'est toujours une question de choix. Est-ce qu'on veut le livrer genre à la perfection? Est-ce que ça nous dérange s'il y a telle partie du jeu qu'on la fait un petit peu moins bien pour le moment, puis on retravaille dessus par après? Fait que c'est des discussions qu'on peut prendre à l'interne dans le moment où on doit faire un crunch, ou qu'après ça, est-ce que ça vient plus de la volonté de l'équipe de vouloir finaliser le produit de telle façon? Ou est-ce que, mettons, on pourrait couper telle partie? Puis on peut aussi en parler avec notre éditeur. Fait que, comme on en parlait, plus on arrive proche de la sortie du jeu, plus ça devient difficile de négocier des changements à propos d'une planification qui a été faite, mais ça reste des choix possibles. Puis c'est une question après ça de on est qui comme studio, puis qu'est-ce qu'on décide de faire en termes d'équipe. J'imagine aussi. Je vais juste rajouter là-dessus, quand on définit comme les milestones de quel feature va être livré à telle date avec notre éditeur, ça reste quand même d'assez haut niveau, assez vague ce qu'il y a à être livré. Mais on est quand même on est toute une gang de gens têteux là, sur notre craft, dans le sens qu'on veut bien faire ça, puis on a ça à cœur là, de bien faire ça. Fait que des fois, la charge de travail origine plus de nous que de ce qui est demandé par l'éditeur, parce que oui, même si on livre ça qui est écrit sur le papier de telle façon, ben nous, on sait que ça va prendre plus pour que ça soit cohésif, que ça file bien pour le joueur. Fait que des fois, on décide collectivement d'en faire plus, mais ça reste, comme Antoine dit, une discussion puis un choix d'équipe, là, si on le fait. Puis j'imagine que ça doit être plus facile, plus simple peut-être, vu que vous êtes une gang d'amis qui travaillent sur un projet commun, que dans une relation d'une grande entreprise, là, c'est ton boss qui te dit il faut que tu finisses ton truc pour mardi prochain. Là. Ouais, j'imagine que c'est moins... Ça arrive pas de même, pas chez nous. Non, c'est ça. Ben, j'ai une question par rapport à ça, d'ailleurs, justement, le fait que ça soit, que vous soyez juste des amis, puis que vous avez une relation dite personnelle avant d'être professionnel, ça t'a amené un lot de défis? Ça tu veux pas, des fois, il peut y avoir je sais pas, là, des chocs, ou je sais pas, là, à un niveau professionnel, mais le fait que vous soyez amis, ça a-tu été un défi à un certain point? Ben, ça demande de la rétrospective continuelle, là, dans le sens que on prend le pouls de tous les membres des équipes assez fréquemment. On fait des one-on-one pour justement avoir un contexte, je dirais pas anonyme, là, mais si tu veux exprimer qu'est-ce qui peut pas fonctionner avec les gens que tu travailles directement, mettons, ben, que tu puisses le faire. Nous, on essaie de prendre action pour corriger les problèmes. Puis aussi au niveau, ben, on est 5 cofondateurs, on était 5 amis à la base. Partir d'une entreprise, cofonder une entreprise, c'est un peu comme un mariage, mais c'est un mariage à 5. Puis fait qu'on a mis en place on a fait quasiment comme je veux pas dire de la thérapie parce que c'est pas de la thérapie, mais on a eu du coaching en leadership. On a mis en place des exercices mensuels. Ou juste mensuels pour qu'on puisse adresser tout ce qui, personnellement ou entre nous, les actionnaires, pourrait
avec des tensions accumulées puis qui pourraient finir par causer problème. Là. Fait qu'on on essaie d'être vraiment alerte là-dessus pour que ça fonctionne bien, mais ça demande du travail. Là. C'est sûr que c'est pas parce qu'on est amis que tout va être beau. Là. Ben non, c'est ça. C'est un gros travail de communication, puis je pense que c'est la racine, autant petite ou grande entreprise. C'est la communication, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va bien travailler ensemble, puis on va régler si jamais il y a des agréments qui arrivent de quelconque façon. Ça part souvent, ces problèmes-là d'erreurs de communication, de non-dit ou de j'ai assumé que telle personne allait faire telle affaire, des trucs comme ça. Fait que c'est important de se parler. C'est pareil dans un mariage aussi. Fait que, c'est une très belle analogie. Là. Ouais, c'est ça. On essaye aussi que tout le monde soit bien, les niveaux, nos conditions, notre semaine de travail, que les gens soient frais et dispo quand on est au travail. Parce que c'est sûr que si on était dans une culture de crunch, ça fait ta 81e heure de ta semaine, tu ne présentes pas la meilleure personne que tu pourrais à tes collègues, là, tes Exact. tu t'en fous un peu de tes collègues rendus, là, je pense. Puis là, on a une autre belle Clairement. question dans le chat. On demande ici, on sait que de façon générale, ou en tout cas dans la plupart des cas, c'est vraiment la décision du développeur de changer le release date. Peut-être que c'est faux, en tout cas dans la compréhension de la question. Donc, ce serait qui décide vraiment quand le jeu va sortir? Et deuxième question, quand il y a des patchs à faire, quand il y a des choses à modifier, une fois que le jeu est release, c'est qui décide de quand ça va être fait, ça? On va dire, ça dépend de ton contrat. Dans un cas, si tu es self-publish, c'est toi-même qui publie ton propre jeu. C'est ton studio qui détermine, qui répond à ces questions-là. Après ça dépend de c'est quoi ton contrat d'édition, c'est qui, avec quel publisher que tu travailles. Nous, dans notre cas, c'est vraiment un commun accord. Là. Donc, on veut faire la date de sortie, on s'est entendu ensemble sur ça allait être ça, la date de sortie. Pour telle raison, on a des discussions et on arrive à m'emmener à ça, ça devrait être la bonne date pour lancer chez Pop Fools. Puis une fois qu'on s'est entendu là-dedans, là, c'est déterminé, fait qu'on travaille vers cette date-là, les plans marketing, tout se fait en fonction de ça. C'est une fois que ça, c'est. Ouais. Si on a besoin d'une extension, ben là, c'est que les deux, il faut qu'ils soient. Nous, si on sait que le jeu a besoin de plus de développement pour l'amener au niveau de polish qu'on veut, ben, il y a l'élastique de budget de l'éditeur, il y a une limite jusqu'à quoi il peut l'étirer. Fait que eux, de leur bord, ont à vérifier, faire le devoir. Si c'est réaliste, ça va être toujours rentable pour eux autres. En faisant 10 pouces. Vas-y. Ben, c'est la même chose pour répondre à la question sur les updates, les patchs, tout ça. C'est une entente qu'on a. On a un partenaire qui travaille avec nous sur Ship of Fools. Oui, il s'occupe plus de l'aspect financier, des ventes marketing, mais ça reste qu'on est avec un partenaire. Donc, si on veut faire une nouvelle mise à jour sur le jeu, ben, il faut s'en parler. On ne peut pas, nous, de manière très rogue, déterminer, voilà, on développe une mise à jour et la mise à jour sort, puis on ne les met pas au courant. Tout ça doit être entendu ensemble. C'est un peu ça la nature du contrat qu'on a avec eux. Si le jeu est release, admettons, puis vous notez qu'il faudrait patcher tel élément dans le jeu, c'est ça, tu peux pas y aller comme ça puis le faire, fait que vous en parlez à Team 17 puis d'un commun accord, vous sortez une patch officielle telle date. Là. Ouais, puis de leur côté aussi, ils peuvent arriver avec des recommandations. Ils pourraient faire on a remarqué que les joueurs aimeraient avoir telle affaire dans le jeu, ben on peut s'en parler puis justement déterminer. Nous, on pourrait dire non, on veut jamais faire ça, puis dans ce cas-là, on n'arriverait pas à un accord pour la patch, là, mais c'est pas ça qui arrive là, dans le sens. C'est ça. C'est toujours une décision pour les deux parties. Et avez-vous sondé justement les. Oui, exactement. Et c'est vrai. Avez-vous sondé les joueurs justement, là, mis à part regarder les commentaires sur Steam ou autre, là, est-ce que vous avez fait l'effort, là, mettons, par une newsletter ou peu importe, pour aller sonder les gens sur leur avis? Pas par newsletter, mais on a un Discord. Il y a un Discord Ship of Fools, donc il y a quand même pas mal d'activités sur le Discord où on a justement beaucoup de joueurs qui mentionnent autant les problèmes qu'ils peuvent avoir avec le jeu que des suggestions de gameplay, des nouvelles mécaniques. Fait qu'on on a ce canal-là que je vais dire, c'est le principal pour le feedback. Puis après ça, c'est les reviews de presse, les reviews Steam, là, mais on n'est pas allé avec une newsletter. Là. Okay. D'ailleurs, j'en profite pour dire le Discord qui passe dans notre chat. Fait que la gang, je n'ai pas pour le joindre puis aller
justement donner des suggestions et commentaires, des feedbacks sur le jeu. Et ben, je rajoute à ça ma question. Ben, vous avez compris, on le sait, qu'on est sur Twitch. Puis je serais curieux un peu de savoir votre utilisation. Est-ce que vous connaissez Twitch déjà à la base? Est-ce que Oui. à un niveau personnel, c'est quelque chose que vous utilisez? Puis à un niveau de studio, est-ce que vous avez une chaîne de studio sur Twitch? Je crois que, je vais dire, on a une chaîne de studio sur Twitch, mais je pense pas qu'on a déjà publié par cette chaîne-là. On a peut-être déjà rentré dans des Twitch d'autres streamers, puis mentionné comment on est les devs de je sais pas Fouz, Ok. puis admettons que c'était la sortie du jeu, il était en train de streamer. Il y a un Twitcher qui est en train de streamer le jeu, il y a une communauté, ben nous on rentre, puis on peut justement poser des questions, puis parler, interagir un peu avec le monde. Fait qu'on on s'en est pas servi beaucoup comme canal de communication, lui, de Fika. Par contre, notre éditeur, Team 17, eux, ils ont leur Twitch également Ouais. et ils ont fait des Twitch officiels, je sais pas, Fouz. Puis même après ça, ils gardent les enregistrements justement des streams qu'ils ont fait. Puis ça arrive de temps en temps qu'on est sur la page Team, admettons, de je sais pas, Fouz, puis c'est marqué qu'il y a un direct pre-recorded. Mais souvent, c'est une rediffusion de ce qui a été fait sur Twitch. Donc, on s'en est pas servi beaucoup parce que l'éditeur le faisait déjà d'une certaine façon. C'est de quoi quand même qui nous intéresserait d'explorer un peu plus pour les prochains jeux, puis avoir un canal de communication un petit peu plus direct avec la communauté si on faisait nos propres, nos propres Twitch, nos propres Bon, streams. Ouais. C'est un bon point, puis c'est vrai, tu sais, à titre de rappel, moi, tu sais, les publishers, ils ont souvent leur chaîne Ouais. Twitch, puis c'est très intéressant pour découvrir des jeux, tu sais. Ok, question dans le chat. Pourquoi avoir donné un nom anglais à votre jeu? Puis est-ce qu'il... Ouais, en tout cas, allez-y avec cette première question-là, mettons. Ben, j'imagine la vraie réponse, c'est une question d'internationalisation. Là, Ouais. mais je vais dire une réponse personnelle. Là. Je sais pas fou, c'est basé sur l'allégorie de Platon. Là. Puis en français, c'est tellement lettre le nom, là, c'est la nef des fous. La nef des fous. Ah ouais, ok. Parlant Je comprends, je sais pas de... Fouz. Ok, Mais ben le c'est ça. processus créatif derrière le nom, c'est vraiment juste comme vous avez pensé à ça, puis vous avez fait ouais, nef des fous, c'était pas vraiment nice. Ou genre. On a regardé pour vrai le processus créatif de nom. Souvent, il se fait un peu en anglais parce que ça reste que l'anglais est la langue, Hmm. on va dire, la plus parlée dans le monde. Et le jeu, on le développe pour un public qui est à l'international. Là. Donc, oui, les Tout à fait. Québécois, oui, les Français et d'autres francophones ailleurs dans le monde vont jouer à Je sais pas fou. C'est pour ça que le jeu est quand même disponible en français. Mais pour ce qui est du titre, ben, si on traduit le titre dans toutes les langues, mettons, on fait un titre en anglais, un titre en espagnol, en français, ben, c'est aussi toutes les pièces de marketing qu'on utilise, les logos officiels. Puis après ça, quand les streamers, les influenceurs, la presse nous communiquent, c'est comme une gestion supplémentaire aussi qu'on se met là, de devoir manager que tout le monde utilise les bons logos aux bonnes places. Si on va sur le site web du jeu, c'est je sais pas faussegame.com. Donc là, est-ce que, je sais pas, Fouz, si c'est dans d'autres langues, faut-tu aller chercher aussi, posséder les noms de domaine de toutes les. Ça devient une Ouais, grosse gestion d'être dans beaucoup de langues pour le Effectivement, titre. ouais. Fait que c'est une marque en soi, je sais pas fou, ça. Fait que c'est un peu aussi pour la reconnaissance de la marque. Là. Si tu la traduis dans toutes les langues, tu perds un peu l'image de marque hein, qui est liée à. c'est de même, ça fonctionne Et, aussi avec les algorithmes de recherche. Plus il y a de gens qui cherchent je sais pas Fools jeu, je sais pas Fools game, mais qui mettent le mot je sais pas Fools ensemble avec de quoi relier aux jeux vidéo, plus nous, ça nous fait sortir haut dans les algorithmes de recherche pour que quelqu'un nous retrouve beaucoup plus facilement par après et se fasse recommander. Fait que c'est la raison principale. Là. En fin de compte, le jeu, le titre il y a une autre langue il y a dans un autre pays que c'est pas je sais pas Fools et c'est en Chine où que là il est en caractère chinois qui veut dire je pense être deux ensemble dans un bateau. Tu sais, c'est genre c'est un peu plus poétique là, mais Ouais, ouais. parce que pour le public chinois, ils préfèrent que le jeu sont habitués, eux, d'avoir des jeux localisés, mais ils ont un poids tellement plus important dans le marché. Tu sais, quand on dit que 50% de nos ventes viennent de là, ben, ça justifie le fait d'avoir Ouais, la justement un autre modification. branding, un autre nom. Clairement. On n'a pas assez de ventes en pays francophones par rapport au reste du monde pour que ça
justifie qu'on ait un nom en français. Là. Puis, probablement que vous avez comme fait les recherches et tout là, en cherchant le nom, mais Ship of Fools, c'est aussi un film, si Oui, je me trompe pas? Ouais, et il un y a vieux plusieurs pièces film de que j'ai remarqué, musique. ouais. Ouais, Ouais, OK, pour vrai? ouais. Puis, ça a été dans la réflexion initiale ou, je veux dire, vous avez dit: «On le fait pareil, puis on va avoir notre identité malgré ça»? Ouais, même si l'entité, oui, on a fait les recherches, là, puis ça fait partie du processus créatif. Quand on Mmh, détermine c'est quoi le nom du jeu, ça dépend c'est quoi notre jeu. Après ça, on trouve le nom qui fit le mieux, qui sonne bien aussi côté marketing. Après ça, on doit faire des recherches. Il existe un autre jeu qui a exactement le même nom que nous? Si c'est le cas, c'est pas une bonne idée, autant légalement que pour le Ouais, marketing, là. évidemment. Mais après ça, comment ça fonctionne aussi avec les marques de commerce, c'est faut que ta marque ou on va dire ton droit d'auteur est protégé dans certaines catégories. Fait que, il y a plusieurs chansons qui s'appellent Shape of Fools. Il y a un film qui s'appelle Shape of Fools, mais il n'y avait pas de jeu qui s'appelait Shape of Fools. Puis Shape OK. of Fools, c'est pas à cause qu'un film sort puis il s'appelle Shape of Fools qu'il a réservé le nom pour tout ce qui peut s'appeler Shape of Fools. Surtout que ça vient d'une allégorie Ouais. de Platon. C'est Donc, équivalent avec notre marque Fika. Là. Il y a beaucoup de coffee shops que Fika, c'est utilisé dans leur nom, là, parce que c'est des concepts à base, c'est une pause café. Ben oui, Là, c'est fait ça. Ouais, on ouais. n'est pas dans le même domaine. Fait on n'a pas OK, de problème légal. c'est cool ça. Ouais, ouais. Le giveaway est maintenant terminé. Est-ce que vous voulez qu'on sort les vainqueurs tout de suite? Comment tu voyais ça, Parce toi, que Jean? dans nos intentions, c'est de le faire pendant que vous étiez là. On voulait quand même que vous Ben oui. soyez témoins, puis ben, je pense que si, oui. Ouais, Ouais, let's go. ok. On y va avec un premier winner. C'est Project Placeholder TV. Ça, c'est le premier Let's go, winner. Hugo, On va justement. Félicitations. on va pouvoir t'envoyer le bundle en fin de soirée, là, sans Yes. faute. Et le deuxième winner serait Calice. Ben oui! Bravo! Ben, c'est Félicitations! cool parce que on sait que c'est deux gagnants qui sont souvent en duo, by the way, là. Fait que ça, c'est le fun! Ben, on sait que Calice va jouer probablement avec sa copine qui est Saphira. Fait que Exact. déjà là, c'est vraiment un jeu de couple, je pense, qui peut être très intéressant. Ça va venir tester les canaux de communication et s'assurer que tout est sain. Donc Parfait. voilà, fait que on va vous envoyer ça à la fin de la soirée. Félicitations encore, merci à tout le monde qui a participé. Je pense, moi j'avais plus de questions de mon côté, je sais pas pour toi, Urgent Pigeon. Je sais pas Ben, si. écoutez, il y a le temps qui passe aussi. On veut pas vous retenir plus longtemps. On a tous une vie, une réalité professionnelle aussi qui s'en vient demain et qui s'en vient rapidement. Fait que je crois qu'on se dirige vers la fin. Ouais, absolument. Je sais pas si vous voulez annoncer des trucs, ce serait le temps, ou des choses que vous voudriez peut-être là, aborder ou avant de quitter, là, je dis, peut-être des événements qui s'en viennent ou des annonces. Ou encore mieux, si vous avez des conseils à quelqu'un qui voudrait C'est bon, se ça. lancer peut-être dans le jeu vidéo ou dans la création de studio ou entrepreneurial ou peu importe, si vous avez un conseil peut-être à donner, je pense qu'il y aurait Ouais. le temps. Oui, ben pour un conseil, c'est souvent le même conseil que je vais donner, mais c'est de s'entourer. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait en démarrant le studio. Partir un projet seul, c'est très difficile. Il y a tellement de choses à savoir, surtout quand on forme son studio. Là, donc, il y a l'aspect, oui, c'est le fun d'avoir un projet de jeu, mais c'est un travail d'équipe, là, développer un jeu vidéo. Tu as besoin de plein de disciplines différentes. Fait que de bien s'entourer à ce niveau-là, de bien s'entourer en parlant aux gens, en sortant justement, en parlant aux gens des autres studios. D'habitude, les gens sont très ouverts à discuter, donc les portes vont pas être fermées pour aller poser des questions justement à d'autres gens qui font ça. Puis quand on dit s'entourer, c'est aussi toute la partie entrepreneuriale. Là. Donc, il y a l'aspect créer un jeu, mais créer aussi un studio, une entreprise qui est fonctionnelle. Il y a des tonnes de ressources là-dessus. Si vous êtes à vos études universitaires, nous, à l'Université Laval, il y avait Entrepreneuriat Laval, qui est comme on va dire un organisme à l'intérieur de l'université qui se jumelle à beaucoup de programmes où ils ont plein de formations qui sont gratuites quand tu es étudiant pour apprendre là-dessus. Mais il y a des organismes, on en a un dans la ville de Québec qui s'appelle le Camp pour toutes les startups. Donc, tu as une nouvelle startup, tu peux aller parler aux gens là-bas, puis ils vont te parler de c'est quoi leurs programmes qu'ils ont de formation. Puis des fois, c'est pas nécessairement genre je m'en vais à l'école étudier, là, c'est tu travailles sur ton propre projet d'entreprise, mais tu as des experts qui sont là pour te conseiller puis le faire. Donc, Comme un espèce d'incubateur, je pense, là, un peu oui. de projet. Là.
Fait que là, ben là, les exemples qu'on donne en ce moment, c'est beaucoup pour la ville de Québec parce qu'on est ici, mais il y en a dans je pense, toutes les villes au Québec on va dire d'une certaine taille, là. Je pense dans les villages, ça va peut-être être un petit peu plus dur de trouver ça, mais ça reste que tu peux aller de temps en temps à la ville la plus proche ou qui ont ce genre de service-là pour avoir des discussions puis de perfectionner justement ton entreprise autant que ton projet, d'apprendre à le vendre, à le présenter. Euh, c'est tellement important, là, donc s'entourer au maximum, moi, ça serait mon conseil numéro 1. Marc, conseil? J'ai pas mal le même conseil que toi. Pour vrai, pratiquer. Tu sais, essayer de rentrer dans le jeu vidéo, des fois, on... c'est difficile. On regarde beaucoup plus le portfolio, qu'est-ce qui a été fait par les gens que juste je veux aller dans le jeu vidéo parce que j'aime les jeux vidéo. Fait que les ressources sont accessibles. Fait que, par exemple, si vous voulez faire du développement de jeux vidéo, ben formez-vous, regardez les chaînes de tutoriels de Unity ou d'Unreal, dépendamment de ce que vous voulez pratiquer. Si vous voulez faire du community management, ben infiltrer un Discord de 100%. studio, parler avec le monde, montrer que vous êtes capable de le faire, plus que d'avoir juste des compétences connexes, des expériences d'un autre domaine. Essayez de vous mettre les mains dans le domaine, ça va être une bonne porte d'entrée si vous voulez rejoindre un studio. Ben, c'est de très bons conseils, merci beaucoup. J'aimerais, avant qu'on passe vraiment à la fermeture, remercier le raid qu'on a eu de Xylon QC. Donc merci pour le raid, bienvenue, puis écoute, merci encore 1000 fois pour le raid, voilà. Je sais pas si c'était un mot de fin. Oui, Jean, dernière chose, on a évidemment mis le lien de Fika Productions dans le chat tout au long de la soirée. Est-ce qu'il y a d'autres places autres que. Le Discord aussi, d'ailleurs, on l'a mis, mais est-ce qu'il y a d'autres places, d'autres réseaux sur lesquels on peut communiquer, soit avec vous directement puis que c'est ouvert au public, ou avec Fika? Donc, c'est le temps de promouvoir ça un peu. Oui, ben on a une page Facebook, Fika Productions. On va dire on ne poste pas très souvent là-dessus, mais souvent nos posts sur la page Facebook sont plus francophones, justement, parce qu'on sait que c'est plus des amis, de la famille, des gens qui suivent le studio, qui rejoignent le Facebook. Donc, on s'en sert pour ça. Sinon, quand c'est un petit peu plus, on va dire international, c'est notre Twitter. On fait aussi beaucoup d'annonces sur le Twitter. On a lui de Fika Productions, mais on a aussi lui de Ship of Fools, quand c'est directement des nouvelles reliées au jeu. Donc, c'est les principaux. Puis si on a des besoins d'embauche, ça risque de passer par notre Facebook, notre LinkedIn, le site web de Fika. Ça va être les places qu'on va s'afficher, les groupes, comme on parlait tantôt, Game Dev de la capitale, des trucs comme ça. Cool. Très cool. Fait que la gang, si vous ne suivez pas tous ces réseaux-là, allez le faire. Moi, je sais que j'en suis pas, honnêtement. Alors, je sais que votre Twitter, je suis vraiment fan de Twitter, fait que j'aime bien. Mais voilà, merci encore pour vrai d'avoir accepté notre invitation. Merci gros pour merci les à keys. vous. Hein. Puis écoutez, on va vous laisser partir là-dessus. On va vous réécrire dans les prochains jours, de ça faire un petit comeback à chaud, jaser de comment vous avez trouvé votre expérience. Mais sinon, ce serait tout, je pense, pour ce soir avec vous. Fait qu'encore une fois, pour vrai, un gros merci, c'était super génial. Super le fun. Gros merci. Vraiment, merci. Là, je partage le sentiment. Parfait. Fait qu'une belle soirée, puis on se reparle très bientôt. Yes, passez une belle soirée. Salut, bye. Bye.